Bonjour à toutes, bonjour à tous, Marie-Hédin Christophe pour la lettre du musicien. Je vous accueille au New Rose, donc ce bar de la scène musicale de l'île Seguin. Nous sommes en plein salon Musicora. Depuis 3 jours, nous explorons ensemble notre secteur et les avancées du secteur. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une table ronde sur le sujet du numérique. Je remercie tout particulièrement les 2 organisateurs de cette table ronde. Donc, j'ai nommé le CFEDEM Auvergne-Rhône-Alpes et la CMF, la Confédération musicale de France. Et je commence, j'aurai donc 6 intervenants de grande qualité à mes côtés pour cette conférence. Et je commence avec Marie-Aline Bayon, qui est directrice de l'école de musique de Solor, l'école de musique connectée. Alors la raison pour laquelle on commence avec Marie-Aline Bayon, c'est qu'il s'agit d'une personne qui avait déjà, bien avant les confinements et la situation de pandémie qu'on connaît, pris à bras-le-corps la question du numérique. Donc Marie-Aline, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et peut-être nous raconter les tout débuts de ce parcours, de presque cette histoire d'amour avec le numérique, dès le début de votre pratique en tant que directrice d'établissement? Bonjour, je suis Marie-Aline Bayon, merci pour cette invitation, je suis aussi très heureuse d'être parmi vous. Donc effectivement, je suis la directrice de l'école de musique de Solor à Saint-Étienne. Alors moi, le numérique à titre personnel a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup attirée, interpellée, que j'utilisais dans ma pratique d'enseignante. Et puis j'ai eu l'occasion de mener des travaux de recherche sur cette question, puisque cette question, on en parlait beaucoup, mais peu en fin de compte, ouvertement dans notre secteur d'enseignement artistique. Et dans ces travaux de recherche, je me suis intéressée à la question de l'apprentissage mixte, donc le fait d'avoir des cours présentiels et du temps en ligne pour accompagner les élèves, compléter le cours, amorcer d'autres éléments. Et à partir de septembre 2017, j'ai commencé un projet du même nom, intitulé l'école de musique connectée, sur la base de ces travaux qui sont présents dans mon livre, mais de manière très conceptuelle, puisque ma structure n'a pas les moyens de ce concept, on va dire. Et on a fait une première année de septembre 2017 à juin 2018, où on s'est beaucoup concerté en équipe. On a réfléchi à quel profil d'élèves on avait envie de former avec le numérique, qu'est-ce que ça pouvait changer, pourquoi on voulait utiliser le numérique, pour ne pas refaire un parcours bis où on intégrerait juste des outils, même si intégrer des outils aussi au sein des parcours déjà existants, c'est un enjeu. Et puis on a beaucoup expérimenté, on a mené des projets concrets pour voir quels effets ça produisait et sur les enseignants et sur les élèves en utilisant ces outils. Alors bien sûr des projets à petite échelle, sur un trimestre, mais déjà pour avoir une tendance, voir comment les enseignants et les élèves se les appropriaient, quels effets cela produisait. En parallèle, on a analysé avec quelques indicateurs qu'on avait déterminés effectivement ce que ça avait produit. On s'est notamment rendu compte que les enfants à l'école primaire étaient plus réceptifs que les adolescents sur ce qu'on souhaitait mettre en place. Et après, on a conceptualisé un parcours qu'on a appelé le Cyber Orchestra et qu'on a débuté en septembre 2018. Voilà. Merci. Alors on va revenir sur le Cyber Orchestra. Peut-être, c'est assez étonnant finalement de nos jours de se dire qu'il y a une école connectée qui a été conçue. Il faut, j'imagine, la volonté des élus, des usagers, des parents d'élèves. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le nombre d'élèves concernés et puis peut-être cette volonté politique qui vous a accompagné bien avant l'heure actuelle à vraiment s'engager pleinement dans une école de musique connectée. Et donc effectivement, je rappelle bien que l'école de musique connectée n'est donc pas uniquement en ligne, mais bien sur des pratiques mixtes. Tout à fait, c'est une structure qui est existante, c'est une école de musique associative qui existe depuis les années 60 à Saint-Étienne et cohabite au sein de cette structure aujourd'hui des pratiques avec du numérique et des pratiques plus traditionnelles. Alors la volonté politique, à vrai dire, je vais vous faire mentir un petit peu, il n'y en a pas à Saint-Étienne. Nous ne sommes pas soutenus par la ville de Saint-Étienne pour l'école de musique connectée. Nous sommes soutenus par la ville de Saint-Étienne, le département de la Loire pour les pratiques classiques. Par contre, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes nous soutient pour le projet de l'école de musique connectée. Donc c'est quelque chose qui a été lancé sur la base de ma proposition, suite aux travaux que j'avais menés. C'est une volonté de l'association. Et puis c'est une volonté aussi de l'équipe pédagogique qui s'est vraiment prise au jeu et qui n'envisagerait pas aujourd'hui de revenir en arrière en fin de compte. Voilà. Alors parlons effectivement aussi un petit peu des enseignants, parce qu'ils sont vraiment au cœur du sujet. Donc en effet, on sait que certains professeurs aussi sont plus réticents, connaissent moins les outils. Donc là, dans le quotidien de leur pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a été une révolution pour certains? Comment est-ce que vous avez appréhendé humainement aussi cette transition?
Alors effectivement, moi j'avais pas une équipe de professeurs particulièrement formés pour les usages numériques. Tout le monde utilisait l'ordinateur pour des usages basiques de communication mail, etc. J'avais déjà l'expérience de la formation professionnelle, donc je me suis mise, on va dire, à la hauteur des enseignants qui découvraient quelque chose de nouveau et je les ai accompagnés. Donc on a pris les outils en main, on a réfléchi aux usages qu'on voulait avoir, on a testé, on a expérimenté, et ça s'est fait petit à petit en fait. Donc ça n'a pas été une révolution, en tout cas quelque chose de violent, ça a été présenté comme un projet dans lequel, en fonction de comment les choses allaient se passer, eh bien peut-être on n'irait pas plus loin que la phase d'expérimentation. Et en fin de compte, on a transformé l'essai parce que ça a eu des effets qui sont au-delà du numérique en fait. On avait une équipe qui était déjà relativement soudée, donc ça a ajouté de la cohésion, ça a ajouté du challenge, ça a pimenté la vie de l'école, tout simplement. Et puis, au fil des découvertes, les enseignants se sont pris au jeu et ont chacun aussi se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir des domaines d'expertise et des éléments sur lesquels le numérique venait en appui avec des choses importantes pour eux dans leur pédagogie. Donc moi j'ai probablement eu beaucoup de chance d'avoir une équipe qui m'a suivi. Effectivement, c'est pas forcément le cas pour tous et il y a des enseignants qui sont majoritairement pas formés pour cette utilisation-là et qu'il faut pouvoir accompagner en toute connaissance de cause et avec beaucoup de bienveillance. Alors maintenant, peut-être qu'on peut voir vraiment dans le quotidien de la pratique d'enseignant, qu'est-ce que ça veut dire d'être une école de musique connectée ? Ça veut dire qu'ils ont certains des cours qui sont en distanciel, même avant le confinement. Ça veut dire qu'ils ont des moyens de communication spécifiques. Est-ce que vous avez souscrit des abonnements à des outils particuliers ? Comment vous avez fait finalement toute cette évaluation de ce qui existe une myriade finalement d'outils et de possibilités ? Comment on construit progressivement son projet d'établissement avec l'équipe pédagogique, avec tous ces outils qui existent ? Par quoi on commence ? Alors, on n'avait pas de cours en distanciel et pour l'instant on est vraiment dans une démarche présentielle ou mixte au niveau des cours. Alors comment ça s'est construit ? À partir de l'expérimentation, on a vraiment ciblé des éléments de réflexion sur lesquels on avait envie d'aller en fait et d'approfondir. Donc en face, on a pu faire une sélection d'outils qui nous semblaient pertinents et en fonction des enseignants, de leur appétence, des types de cours, chacun s'est saisi de certains éléments en particulier pour pouvoir mutualiser après les compétences parce que ça servait à rien que tout le monde se lance sur tous les outils, c'était pas forcément pertinent. On a eu la grande chance d'être soutenu aussi par des partenaires innovation. Donc ça nous a aidé aussi à avoir des solutions informatiques mises à disposition gracieusement ou contre des retours utilisateurs. Et on a pu aussi se faire une idée plus approfondie de certains outils et dire bah oui, c'est ceux-là sur lesquels nous on a envie de développer des choses. Donc le quotidien d'un enseignant à l'école de musique de Solor, c'est un quotidien où l'équipe a accès à du matériel au sein de l'école. C'est une école évidemment qui a le Wi-Fi, ça paraît de le dire, mais il y a des endroits où il n'y a pas le Wi-Fi, où les élèves peuvent utiliser du matériel relativement récent, de bonne facture, où on a à peu près tout ce qui existe en termes d'objets connectés, on a un environnement, un écosystème informatique, on a vraiment tout ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Bien sûr, les enseignants peuvent faire le choix de travailler sur leur matériel personnel, mais ils peuvent aussi emprunter du matériel pour chez eux, de telle sorte à pouvoir être pas forcément toujours sur site s'ils ont envie. Et puis c'est un quotidien aussi où on continue à faire de la formation de pair à pair ou de l'auto-formation et les enseignants en fait développent ça aussi parce que c'est dans notre projet d'établissement avec vraiment une forte dominance sur le numérique, donc projet d'établissement qu'on a revu on va dire à partir de 2019 et qui est sorti au moment de la crise sanitaire en 2020, donc avec un écho particulier. Alors on va y revenir sur la question des financements, en effet, de l'équipement, sur la question de la formation tout au long du parcours qui ne s'arrête jamais sur ces outils, au moment de notre débat tous ensemble. Je vous remercie beaucoup Marianne Bayon pour cette introduction à la table ronde. Et alors maintenant, j'invite à côté de moi une personne qui s'est lancée dans un projet peut-être qui n'envisageait pas aussi ambitieux qu'il l'est aujourd'hui. C'est Thomas Sessel qui est professeur de trompette au CRD du Grand-Bourg, qui peut donc me rejoindre sur le sofa. Et alors Thomas Sessel, s'est passé quelque chose. Thomas Sessel a créé un groupe privé Facebook qui s'intitule Enseignement artistique à distance, que probablement la plupart des personnes qui nous regardent et qui sont présents avec nous aujourd'hui connaissent, et qui a aujourd'hui plus de 14 000 membres. Donc qu'est-ce qui s'est passé Thomas ? Vous avez lancé ce groupe, est-ce que vous imaginiez ce succès ? Bien, bonjour, merci pour l'invitation. Non, j'imaginais pas ce succès du tout.
J'en suis content parce que je trouve que ça démontre qu'il y avait une réelle volonté de la part de tous les collègues de France et d'ailleurs d'essayer de trouver des solutions pour, on va dire, pour s'adapter à cette période un petit peu compliquée qu'on a traversée. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça, non. Très clairement, l'objectif premier, c'était de centraliser les informations qui venaient d'un autre groupe. En fait, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Conditions de travail des enseignants artistiques, où il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais c'était peut-être pas le lieu pour échanger sur l'enseignement artistique à distance. Et j'ai lancé ça juste pour essayer de centraliser quelque chose. Je m'attendais pas à ça, très sincèrement. Et si je l'aurais peut-être fait quand même, mais je m'attendais pas à avoir autant de boulot sur ce groupe. Alors ça, je pense que c'est une très bonne question, peut-être pour que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aient conscience du travail que ça représente. C'est-à-dire que vous êtes quand même professeur de trompette, donc finalement, qu'est-ce que ça occupe dans votre quotidien comme temps maintenant de gérer ce groupe? C'est presque un boulot à temps partiel, j'imagine, largement. Alors actuellement, fort heureusement, ça s'est bien calmé depuis qu'on est sorti des périodes de confinement. Pendant le premier confinement, c'est allé très vite, c'est-à-dire que la première semaine de création du groupe, on est monté à 7 ou 8 000 en une semaine. La première journée, c'était 2000 personnes, je crois. Donc c'est vraiment... Et là, j'y passais quelques heures. Ouais. J'avais eu l'ambition de faire notamment des comptes rendus de ce qui se passait dessus, où j'ai passé quelques nuits blanches. Je me suis vite calmé parce qu'il fallait aussi que je puisse assurer mon travail, moi, à côté. Mais c'était une bonne heure par jour de modération, de réponse, de suivi. Une bonne heure. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté finalement comme première réaction au moment de la création de ce groupe? Peut-être beaucoup d'anxiété des collègues, peut-être premièrement un besoin de partager leurs difficultés quotidiennes, puis peut-être rapidement aussi des conseils, des idées. Qu'est-ce qui a été pour vous finalement les éléments principaux de circulation d'informations dans ce groupe? Alors le groupe, moi je l'ai lancé de manière, c'est pas exclusivement de manière altruiste, c'est-à-dire que moi le premier, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire pendant cette période? Et du coup, le premier constat c'est que on était nombreux en fait dans ce cas de figure à se dire mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour assurer un suivi avec nos élèves et sans imaginer que ça durerait aussi longtemps en plus. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de visibilité et on pensait au début que ça durerait peut-être juste un mois, voilà. Donc moi ce qui m'a le plus marqué c'est la panique généralisée et puis qui s'est transformée en un élan de solidarité avec des gens qui ont partagé énormément de choses, énormément de leur travail, sans forcément avoir de retour en échange. Donc là on était vraiment dans du partage exclusif. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais je pense à certaines personnes qui ont partagé le travail d'une vie. Il y a des enseignants qui ont un site internet avec leurs 30 ans de cours de formation musicale dessus, avec des PDF qui font 10, 15, 20 pages pour chaque niveau, et puis qui ont partagé ça à tous leurs collègues de France, quoi. Donc ça m'a un peu ému, je trouve. Ouais. Oui, des beaux élans de solidarité et de générosité par rapport au travail accompli. Finalement, c'est ce qu'on essaye de faire dans un établissement entre profs. Et là, le fait que ce soit numérique, ça a poussé toutes les portes et ça a permis que, au-delà des établissements, vraiment tous les enseignants partagent ces éléments-là. Alors maintenant, quelle va être la vie finalement aussi de ce groupe, maintenant qu'on commence à retrouver, alors on ne peut pas vraiment dire un quotidien normal, mais en tout cas une forme de travail en présentiel. Et quelle va être la prochaine étape pour ce groupe qui a maintenant à plus de 14 000 personnes? Alors la prochaine étape, j'ai posé la question sur le groupe à un moment ou à un autre pour savoir s'il était pertinent de le laisser ouvert. Alors sans parler de le fermer, c'est-à-dire de couper l'accès, mais d'interdire les nouvelles publications. À terme, c'est probablement ce qui va arriver, puisque là, actuellement, on n'a plus grand-chose de pertinent qui sort en lien avec l'intitulé du groupe. Donc c'est soit des gens qui se trompent d'endroit, soit des gens qui se trompent de sujet, complètement. Mais voilà, donc là, il n'y a plus grand-chose sur l'enseignement artistique à distance. Donc je pense que le groupe, je le souhaite presque qu'il s'arrête là à un moment ou à un autre. Ça voudra dire qu'on retrouvera une vie peut-être un petit peu plus normale, mais que tous ces outils-là, en tout cas, soient toujours à disposition. Donc moi je vais essayer de faire une synthèse à un moment ou à un autre de absolument tout ce qui s'est passé dessus, des outils, et de me faire un fichier PDF que je mettrai à disposition sur le groupe, et ce sera peut-être le dernier message du groupe qui restera ouvert, mais avec tous les échanges qu'il y a eu dessus qui sont pertinents et qui peuvent être une aide.
et la possibilité de le réouvrir, mais bon, je le souhaite pas trop. C'est ça. Alors peut-être avant d'être en capacité de faire cette synthèse vraiment exhaustive, avec le regard que vous avez eu de modérateur des contenus, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être les 2 ou 3 contenus les plus marquants pour vous, les choses qui vous ont peut-être interpellé aussi au niveau des questions qui pouvaient se poser, et puis peut-être aussi un regard de votre part sur l'évolution dans le temps au cours de cette année. Qu'est-ce que vous avez senti qui a peut-être progressé ou qui a changé parmi tous les membres de ce groupe et les contributions? Alors, sur les 14 000 membres du groupe, des personnes qui ont été actives, c'est-à-dire qui vraiment sont allées dans le partage, il y en a bien entendu pas 14 000, ça a été beaucoup moins que ça. Il y a des gens qui ont partagé, donc comme je vous disais tout à l'heure, toute une partie de leur vie, de leur travail. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la détresse dans laquelle pouvaient se trouver certains collègues. Alors, que ce soit dans le contenu de ce qu'ils pouvaient offrir, dans la manière, dans le soutien notamment, il y a quelques collègues qui ont été un petit peu maltraités, soit par les associations qu'ils employaient, soit par les collectivités, qui étaient vraiment en souffrance numérique. Il y avait la fracture numérique, je pense que c'est quelque chose qui était un petit peu invisible avant finalement dans l'enseignement artistique traditionnel, et là on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un grand manque. Et je pense que beaucoup de gens ont trouvé de la solidarité sur ce groupe, et qui ne retrouvaient pas forcément sur leur lieu de travail. Et puis ça a resserré aussi un petit peu certaines équipes. Il y a des gens qui se sont mis à travailler ensemble en se disant mon collègue en fait il a des choses à m'apporter. Je pense qu'on se rend compte de ça. On a toujours peur, je pense en tant qu'enseignant, la remise en question est difficile. C'est-à-dire que ce serait presque un aveu d'incompétence, alors que finalement on a tous des lacunes et on a tous des collègues qui peuvent les combler, ces lacunes. Donc quand on échange, on arrive à devenir meilleur. Alors ça me fait penser à la partie vraiment co-développement. Il y a de plus en plus de responsables d'établissements qui mettent en place ces pratiques de co-développement et où de pair à pair, les gens échangent sur leurs pratiques d'enseignement. Et je crois vraiment que effectivement, ce groupe Facebook montre que c'est peut-être la voie de partager sur les pratiques professionnelles et d'échanger le plus possible pour éviter l'isolement et peut-être en effet derrière la difficulté à avoir un aveu de faiblesse sur certaines choses, parce que c'est quand même long, une carrière d'enseignant, il y a quand même des étapes et la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui est loin d'être celle dans laquelle se trouvent les personnes en début de carrière. Donc en effet, peut-être que cette solidarité, elle fait partie des réponses. En tout cas, bravo et merci pour cette initiative qui, je pense, qu'on a tous, je pense, utilisé. Je pense qu'on doit tous faire partie de ce groupe probablement. Et, des noms. Voilà, des noms circulés. Donc bravo pour cette initiative. On va vous retrouver tout à l'heure pour le débat. Maintenant, je vais appeler Mathieu Gaufre, qui est directeur du CRD de Vannes et qui est vice-président de l'association Conservatoire de France, l'une des organisations donc, à échelle nationale qui justement permet ce travail aussi de pair à pair entre directeurs d'établissement. Alors Mathieu Gaufre est de tous les rendez-vous sur le sujet du numérique. Mais alors pourquoi Mathieu? Qu'est-ce qui se passe au CRD de Vannes qui fait, ou alors dans la vie de Mathieu Gaufre, qui fait que le numérique est à ce point central et est devenu vraiment un sujet d'intérêt et d'expertise? Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Déjà, le premier événement ce temps-là, c'est de mettre un visage derrière Thomas Sessel, que tout le monde connaît en France dans le milieu, donc c'est le premier événement. Donc, moi, en fait, le numérique fait partie de ma vie depuis un peu toujours, et j'ai fait un master en art et technologie numérique. Donc, j'ai tout de suite été assez sensibilisé à cette question-là, sur le lien entre les outils numériques et une démarche artistique. Donc voilà, ça fait partie de moi aujourd'hui. Pourquoi je m'intéresse à ces éléments-là? En 2017, avec Conservatoire de France, on avait déjà initié un premier temps d'échange qui était un premier justement, et 2017 c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait on se rendait compte que ce sujet-là n'était pas du tout abordé ou commençait à arriver un petit peu dans nos établissements, et en fait on s'est rendu compte aussi qu'on manquait vraiment de points de repère sur cette question, et quand on parlait des enseignants, aussi pour les équipes de direction, si c'est pas forcément une appétence qu'on a naturelle, et si on n'en voit pas tout de suite l'intérêt ou le bénéfice, là ça peut être assez difficile à aborder. Donc notre rôle avec Conservatoire de France, c'est justement d'accompagner ces prises de repères, cet échange interprofessionnel, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, avec de nombreuses initiatives qui sont prises.
un peu partout. Donc l'idée c'est de les faire connaître, c'est de les mettre en interaction, et puis nous d'essayer de porter collectivement, enfin d'essayer de porter collectivement en tout cas une démarche, et puis de faire remonter à nos institutions également que c'est un sujet aujourd'hui qui ne peut pas être mis en dehors de nos établissements d'enseignement artistique, avec des nombreux freins à tous les endroits qu'on rencontre en permanence. Donc voilà, notre rôle il est un petit peu, et moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, essayer d'accompagner ces prises de points de repère, de structurer un peu la pensée autour de cette question-là, et en même temps d'amener des idées ou de favoriser l'interaction et l'échange entre les gens. Alors là, on est passé à l'échelle d'un CRD, donc il y a quand même un certain nombre d'élèves à Vannes, plus de 1000, et une équipe pédagogique fournie. Donc quand on en est à cette échelle d'établissement, comment à ce moment-là, concrètement, on lance la réflexion avec ces enseignants? Comment on fait aussi face à ceux qui justement n'ont peut-être pas envie de traiter le sujet? Déjà, la première chose, c'est un peu comme partout, comme tous les sujets, c'est d'essayer de parler de la même chose, justement, parce qu'on parle numérique, alors ça va résonner MAO, ça va résonner les outils collaboratifs, ça va résonner MuseScore, ça va résonner avoir un ordinateur dans ma salle, ça va résonner à plein d'endroits en fait. Donc déjà, on essaie de se donner des points de repère communs, et nous, en tout cas à Vannes, et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'identifier en fait 3 environnements, 3 univers, qui sont des univers qui concernent les établissements d'enseignement artistique. Le premier, c'est l'univers un peu professionnel. Alors, qu'est-ce qui nous permet de travailler ensemble, de partager, de faire équipe en fait, de faire équipe à travers une porte d'entrée numérique. Le deuxième, c'est un environnement plutôt pédagogique. Quels seront tous les outils qui seront dans notre besace pour répondre à une démarche qu'on aura mis en place ou sur lesquelles on sera mis d'accord collectivement. Et puis le troisième univers, c'est plutôt un environnement créatif au service d'une démarche artistique en fait. Et quand on parle déjà de numérique, on essaye de clarifier de quoi on parle à quel endroit. Et ensuite, après, on s'attelle chantier par chantier, parce que tout aborder en même temps et déterminer ce qu'il faut faire, ça prend du temps. Alors à Vannes, on n'est pas du tout plus en avance qu'ailleurs dans la réflexion. On prend le temps de faire les choses. On ne se précipite pas à acheter 10 000 outils différents sans se poser la question de à quoi ça sert, parce que c'est ça la première question. Et au service de quoi ? De quelle démarche et qu'est-ce que ça va nous permettre d'améliorer, même de transformer nos pratiques, plus que de dire si j'achète un crayon pour avoir juste un traitement de texte, en fait on substitue une pratique. Et du coup, est-ce que ça c'est pertinent ou pas? Non. Qu'est-ce qui nous permet d'aller plus loin? L'outil numérique qui nous permet ça. Alors peut-être qu'on peut parler aussi un petit peu de la situation sanitaire et finalement des situations que ça a causées, parce que les confinements ont été d'une brutalité sans nom, quelque chose qu'aucun d'entre nous n'avait vraiment anticipé. Donc le numérique effectivement est plein de promesses, mais il y a dû y avoir des situations vis-à-vis des usagers, des familles, des élèves, qu'en tant que directeur vous avez aussi constaté et sur lesquels il faut peut-être alerter et poser des petits points d'attention. Oui, bien sûr. Alors, la situation de crise fait qu'on se lance dans quelque chose et on essaie de voir ce qui se passe et petit à petit de voir apparaître les problèmes qui arrivent. Alors, la question de la protection des données, par exemple, ça c'était open bar. On lance le truc, on ouvre tout et à un moment on se dit comment on fait, comment on gère ça. Donc, pendant le confinement, avec Conservatoire de France, on a fait un petit temps spécifique sur l'ENT, l'environnement numérique de travail. À travers une expérience du CFNM notamment de Normandie, et justement qui traitait de sa question de la protection des données. En tout cas d'avoir des points de repère là-dessus. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément sur le droit à l'image, le droit à la propriété, sur aussi le respect de la vie privée des uns des autres, les enseignants qui se sont retrouvés à être chez les gens en fait directement, à voir des situations et inversement des familles qui voyaient aussi chez les collègues ce qui se passait et du coup créer cet environnement professionnel, encadrer tout ça. En fait on est là, on est dedans là en ce moment, c'est-à-dire qu'il faut poser ce cadre, il faut poser ces barrières pour aussi faire en sorte que cet outil-là ne soit pas trop intrusif, qu'il ne soit pas non plus un outil qui accentue une fracture ou qui accentue des distensions sociales. Enfin, de fait, on a bien vu que suivant la population à laquelle on s'adressait, on perdait encore plus certains élèves. Donc non, ça c'est un enjeu qui est extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre toujours le temps de la réflexion de pourquoi on l'utilise et à quoi ça sert. Alors peut-être là, comme on est en plein dans l'actualité de la rentrée des conservatoires, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, c'est
Quid de la fréquentation de l'établissement après ce confinement? Peut-être un petit aparté sur est-ce qu'on retrouve les mêmes élèves en cette rentrée? Est-ce qu'il y a moins d'inscriptions? Est-ce qu'il y en a d'autres? À quoi on en est en fait aujourd'hui dans cette nouvelle rentrée? Alors, de façon globale, là je vous donne plutôt un sentiment avec les échanges qu'on a eu avec les collègues, il n'y a pas eu, en tout cas sur les structures publiques, d'impact direct sur certains types de pratiques. Ce qui a été plus impacté, c'est la pratique de la danse, les pratiques chorégraphiques. Là, de façon assez générale, en France, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une déperdition à cet endroit-là. Forcément, les pratiques chorales aussi. Donc là, on a perdu un certain nombre d'élèves. Mais de façon globale, les gens sont plutôt revenus, en fait, ou ont continué, ou de nouveaux publics sont arrivés. Donc pour l'instant, il n'y a pas, en tout cas, pas d'alerte, à part peut-être à certains endroits, mais sur des fragilités qui se sont accentuées. Il y a vraiment un endroit, enfin il y a une situation en ce moment qui accentue ces fragilités, c'est la distension, enfin c'est le discernement des règles entre les associations et les établissements publics, puisque aujourd'hui les associations sont soumises à la présentation du pass sanitaire de leurs adhérents, et ça crée beaucoup de difficultés chez un certain nombre de structures qui sont adhérentes ou qui sont dans nos environnements. Donc là, c'est à cet endroit-là qu'on a continué à alerter sur cette dissociation. Enfin, c'est un peu aberrant pour les usagers. Donc là, ça crée une fragilité à cet endroit-là. Mais de façon globale, pour l'instant, on n'a pas encore ressenti d'impact direct, là, sur ce premier temps. Mais on est encore dedans. Donc il reste encore quelques années. Tout à fait. Alors une dernière question peut-être très concrète. Quand on a des collègues qui nous regardent et en attendant d'avoir plus de détails sur, on va dire, des feuilles de route de Conservatoire de France, qu'est-ce qu'on dit à un directeur ou une directrice d'établissement qui aurait bien envie de se lancer mais qui ne sait vraiment pas par où commencer et peut-être qui est un peu apeuré par les frustrations que ça a pu causer chez certains enseignants? Comment est-ce qu'on redémarre un petit peu à zéro de manière constructive? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, déjà l'analyse, de se poser la question à quoi ça sert et pourquoi on l'utilise. C'est vrai que je sais qu'il y a des collègues par exemple qui, à la demande d'enseignants, ont acheté différents types de matériel, ont équipé des salles, mais sans forcément accompagner les pratiques derrière. Et qu'en fait, il y a par exemple des établissements qui ont des tableaux numériques dans toutes les salles, sauf qu'on s'en sert comme un tableau blanc Velleda, quoi. Donc c'est quoi la plus-value et l'intérêt? Et ce qui est normal en fait, si on n'accompagne pas les pratiques et si on pense pas le pourquoi et si on transforme pas les pratiques pédagogiques à cet endroit-là, du coup en fait ça n'a pas forcément d'intérêt, à part de se dire bon nous on a équipé tout le monde et tout va bien. En fait ça ne change pas les pratiques. Donc là pour le coup c'est vrai que c'est vraiment la nécessité à un moment de se réunir collectivement autour de cette question-là. On voit bien aussi qu'on a besoin d'échanger, d'avoir du réseau, de connecter des initiatives et les personnes autour de cette table-là emmènent tous beaucoup. Donc on a à un moment la nécessité de mettre en commun tout ça. En tout cas avec l'association, nous on va continuer à porter ce dossier, ce sujet-là, pour continuer à partager et avancer sur la place du numérique dans nos établissements. Merci beaucoup pour cette contribution et donc vous l'avez compris, pour plus d'informations et d'accompagnement, n'hésitez pas à retrouver vos pairs dans l'association Conservatoire de France sur ce sujet. Je vais maintenant accueillir Sandrine Desmurs qui est responsable du développement des technologies de l'information et de la communication, donc parfaitement dans notre sujet, au CEFEDEM Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que maintenant il faut qu'on en parle en effet de cette partie formation des professionnels, aussi bien en formation continue qu'en formation initiale, nos enseignants, voilà, comment aujourd'hui on les accompagne. Et peut-être avant de rentrer dans ce vif du sujet, il y a un petit élément à partager d'un CEFEDEM collègue, le CEFEDEM Normandie, qui je crois a lancé une initiative et un webinaire dans le partage, et je pense que ça peut être intéressant de nous détailler un petit peu ce qui a été fait par le CEFEDEM Normandie sur le sujet du numérique pendant cette crise sanitaire. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, pendant la crise sanitaire, le CEFEDEM Normandie, mais comme nous en a parlé à l'instant Mathieu avec CDF, a organisé un webinaire autour de l'environnement numérique de travail que le CEFEDEM Normandie et en l'occurrence le CEFEDEM de Lyon également utilise, qui est l'environnement Moodle, qui est donc un environnement très connu de l'enseignement supérieur en l'occurrence. Et en fait le gros de ce webinaire était porté sur comment à un moment on développe en interne des outils qui sont pensés
et structurée, paramétrée pour les usages dont nous avons besoin, et comment on sauvegarde nos propres données. C'était quand même l'enjeu fort de ce webinaire. Après, c'était très situé enseignement supérieur. Une des choses que nous a quand même exposé effectivement le CFEDEM Normandie et qui est très contextualisé pour eux, c'est qu'en l'occurrence, aujourd'hui, le CFEDEM de Normandie est hébergé dans les locaux de l'Université de Rouen, et donc bénéficie de l'infrastructure réseau d'une université française. Et on voit bien aussi le décalage entre un ministère de l'enseignement supérieur recherche et un ministère de la culture. J'ai l'impression que vous voulez nous en dire un petit peu plus, donc je vous propose d'étayer. Non, pas forcément plus, mais effectivement, moi, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la recherche sur le sujet, je suis beaucoup allée voir ce qui se passait du côté de l'éducation nationale et du côté de l'enseignement supérieur recherche. Et on est aujourd'hui un peu en décalage par rapport à ces deux ministères-là. On a un ministère de tutelle, donc là, moi, enseignement supérieur, je peux en parler parce que c'est effectivement notre principal financeur, ce qui n'est pas le cas des trois interlocuteurs précédents. Donc on n'est pas non plus construit de la même manière, on n'est pas structuré de la même manière. Et on le sait très bien que cette question du numérique va aussi passer, pas exclusivement, mais va aussi passer par cette question financière, par cette question des moyens alloués, des moyens attribués, mais tant dans l'équipement que dans la question de la formation, de la mise en débat, de la réflexion, de la collecte de données. Enfin, Alors au CFEDEM, donc Auvergne-Rhône-Alpes en l'occurrence, vous avez cette mission autour des technologies de l'information et de la communication. Donc peut-être en dehors du sujet du confinement et de la situation de la pandémie, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être référent sur ces notions-là au cœur d'un CFEDEM qui est du coup dans l'enseignement supérieur de notre milieu musical notamment? Alors en fait, cette responsabilité, elle est née d'un départ en formation. Pour moi, en l'occurrence, à titre très individuel, je me retrouve à réembrasser l'enseignement supérieur 20 ans après mon parcours initial. Et là, je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose. En fait, je le découvre par l'expérience. Et je vais revenir au CFEDEM en disant il me semble qu'on a quelque chose à faire derrière cette question-là pour transformer peut-être nos formats, nos pratiques professionnelles. Donc c'est un point de départ pour hybrider une formation en 2014, puisque notre programme en cours d'emploi est aujourd'hui hybridé depuis 2014 avec une partie en présence et une partie à distance qui va répondre à une problématique que nous avions d'un public élargi sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Le territoire est grand, et des problématiques de gens en cours d'emploi et la plupart du temps en charge de famille, donc avec des emplois du temps très contraints. Et derrière cette question aussi de ces outils-là, le temps et l'espace sont repensés. C'était donc une entrée pour essayer de revoir et de refabriquer une formation. Et on a refabriqué, c'est bien aussi ce qui a déjà été dit, on n'a pas fait ce qu'on faisait avant, on a refabriqué. On a été obligé de remettre à plat et de repenser au départ des outils, au départ de nos enjeux aussi, ne pas que laisser la main aux outils, mais bien de partir de nos enjeux et de voir comment les outils peuvent y répondre. Donc ça, c'est un des grands moments forts pour moi, et c'est la prise de responsabilité à cet endroit-là. Mais je peux aussi reparler que historiquement, le CFEDEM de Lyon, en tout cas, a toujours réfléchi. Il y a eu des moments de bascule sur cette question du numérique, situé à plein d'endroits en fait dans notre métier. Historiquement, quand moi j'ai fait le CFEDEM, la question par exemple du traitement sonore et de l'enregistrement était quelque chose qui était pensé pour les musiques actuelles. Et puis à un moment on s'est rendu compte que non, parce qu'on pensait par exemple l'édition de partition pour le public plutôt estampillé classique. Et au bout d'un moment on a fait non mais en fait ça ne marche pas, ça n'est plus la réalité. Et donc on a créé aussi, on a refondu et on a créé les logiques de bulles son, où en fait la question du sonore, elle est présente pour tous les musiciens. Et la question éventuellement de l'édition, elle est aussi présente dans toutes les pratiques. Et ça a été des grands moments aussi de bascule pour essayer de penser le numérique à d'autres endroits, à la fois comme outil pour faire des choses, pour compléter, mais aussi comme étant des outils vraiment de création du musical aujourd'hui, quoi. Alors justement, comme ces CFEDEM sont vraiment les endroits de la formation des enseignants de demain et d'aujourd'hui dans leur parcours tout au long de la vie, de la formation tout au long de la vie, qu'est-ce qu'il faut inventer à l'aune de cette pandémie quand on voit l'innovation et l'expérimentation à laquelle ils ont fait face de facto, un peu contraints et forcés? Comment est-ce qu'il faut repenser un peu tout ça pour les accompagner et leur donner ces éléments de compréhension des outils, les aider à s'orienter? Qu'est-ce qui est prévu au CFEDEM en ce sens pour l'avenir à moyen terme?
j'ai le sentiment surtout qu'on est à un moment où on est en train de construire de la connaissance. On en a besoin, on a besoin énormément de partager. On a besoin de créer des espaces de concertation, des espaces de débat, parce que ce sont des questions très clivantes également. Et puis on part pas de rien, me semble-t-il quand même. La question du numérique dans les situations d'apprentissage, elle n'est pas neuve. Et on a de la recherche, on a quand même des endroits où on peut s'appuyer, où on peut regarder ce que ça a fait, ce que ça fabrique, ce que ça continue de fabriquer. Et puis on a évoqué plein de questions, la fracture des usages, les inégalités sociales qui se rejouent à l'ère du capital culturel numérique. On a à construire de la culture numérique, la fameuse littératie numérique. Ce sont tous des endroits de réflexion pour le CFEDEM, qui est aussi un lieu de formation et un lieu de ressources et de recherche. Donc ces 3 entrées-là, sur ce sujet-là, on a une énorme pierre à jouer, à nourrir la réflexion, et puis à continuer à accompagner nos étudiants dans des enjeux de formation. Donc, par exemple, petit exemple, moi j'ai noué un partenariat avec Pix, qui aujourd'hui est la plateforme sur l'évaluation des compétences numériques, mais juste pour qu'à un moment on se rende compte où en sont les étudiants qu'on accueille, et on voit bien que c'est pas si simple que ça, en fait, qu'on n'est pas tous, et puis que c'est pas qu'une question de génération, ça c'est pareil. On a compris que la question des compétences numériques, elle est plurielle et elle est pour tout le monde, et qu'on a tous à apprendre, et puis que ça va très très vite, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on est en chemin. Pareil, on refond les différents dispositifs. On a intégré un dispositif autour de la vidéo. Comment à un moment, derrière cet outil vidéo, on médit des contenus, on fait aussi de la prise de parole artistique. Voilà, ils ont un nouveau projet autour de la vidéo. Donc on bouge, et on bouge aussi avec ceux qu'on accueille, parce qu'on a aussi des nouveaux étudiants et des nouvelles étudiantes qui ont des formes de pratique qui nous réinterrogent énormément, et c'est aussi ça la réalité du terrain de la pratique artistique. Merci beaucoup, donc vraiment la co-construction. Alors je vais accueillir notre intervenante suivante qui est Louise Courant, et donc là on va passer du côté des collectivités territoriales et donc des financeurs, des tutelles qui accompagnent les établissements. Et donc Louise Courant est chef de projet SDEA, c'est-à-dire le schéma départemental d'enseignement artistique pour tout le département des Hauts-de-Seine, qui nous accueille ce week-end. Donc Louise Courant, j'imagine qu'avec le nombre d'établissements qui sont en écoute et coordonnés par ce schéma, la situation sanitaire depuis 18 mois a donné lieu à beaucoup de sollicitations du département, beaucoup de questions. Comment est-ce que vous avez abordé cette situation avec eux? Comment vous l'avez vécu au quotidien? Le téléphone a dû beaucoup sonner. Oui, tout d'abord, merci Marie, merci la lettre du musicien et merci Musicora pour permettre de participer à cette table ronde. Alors en effet, dès le premier jour du confinement, le téléphone a sonné. Qu'est-ce que je fais ? Sachant que, voilà, comme le disait Marie, le SDEA, donc schéma départemental des enseignements artistiques, c'est environ 50 établissements, c'est 36 000 élèves sur un petit département finalement de 36 000 communes, mais ça représente un certain panel. Et c'est vrai qu'il a fallu donc rapidement se dire qu'est-ce qu'on va faire. Alors je me suis abonnée au groupe enseignement artistique à distance, et puis là j'ai appelé Sandrine. Voilà, je pense que le premier coup de fil de mon côté a été de voir auprès de Sandrine qu'est-ce qu'on peut faire, puisque en fait les premières questions qui m'ont été posées c'est Louise, je prends Zoom, je prends Jitsi, je prends WhatsApp, ou est-ce que je prends Google Meet? Et alors là, déjà moi j'y connaissais rien, et c'est vrai que je me suis dit par quel bout prendre ces choses-là, et est-ce qu'on parle des bonnes choses. Donc c'est vrai que moi rapidement je leur ai fait un petit mémo, déjà question tout bêtement qu'est-ce qui existait, puis avec Sandrine, voilà, elle m'a amené à se dire que c'était peut-être pas les outils qui étaient le plus importants, même si à ce moment-là finalement c'était ce dont il y avait le plus besoin. Donc là on a essayé d'y répondre. Je les incitais à aller parler avec des collègues et aller voir ce qui pouvait se dire sur le site, puisqu'au final c'était là où on avait aussi plus d'informations, voir ce que le CFEDEM avait déjà produit. Donc ça a été vraiment la première chose. Puis après, petit à petit, on a essayé de voir ce qui existe, à quand même dire que la question du numérique, elle a déjà été interrogée au sein du département par certains conservatoires. Dans le cadre du schéma, alors là qui se termine en 2021, on avait des conservatoires qu'on a nommés têtes de réseau, c'est-à-dire qu'il y avait de la ressource à partager, et on en a un en particulier sur la question du numérique. Donc dire que c'était quand même quelque chose dans le 92 qui existait, donc c'est le conservatoire d'Issy-les-Moulineaux-Vanves, et qui avait développé toute une approche notamment autour de la plateforme Moodle dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'était cette ENT, environnement numérique de travail, et qui ne pouvait pas forcément répondre à tous les besoins.
Et donc c'est vrai qu'au-delà de ça, on a essayé d'avoir en fait une double approche, une approche très pragmatique pendant le confinement, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et puis après, finalement, comment est-ce qu'on apprend à avoir une attitude un peu plus réflexive, comment on prend du recul là-dessus. Et on a organisé donc en novembre 2020 un webinaire. Donc déjà pour le département, c'était quel outil numérique on allait pouvoir utiliser. Donc déjà une réflexion nous en interne sur cette place-là. Et puis du coup on a fait intervenir Sandrine pour justement parler de toutes ces choses-là. Et la première chose qui est venue, c'est finalement ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est pourquoi on le fait. Justement se dire il y a plein d'outils qui existent, il ne faut pas forcément remplacer, il faut essayer de voir ce que chaque chose peut apporter pour la continuité pédagogique. Je pense que c'était un terme qui a été beaucoup repris, justement comment aujourd'hui on peut accompagner les conservatoires là-dessus. Et nous on est arrivé finalement dans aussi un contexte assez favorable pour le département, c'est celui de la réécriture du schéma, puisque le schéma arrive à terme en 2021, on en réécrit un entre 2022 et 2025. Et à cette occasion-là, on a aussi organisé un séminaire. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir faire intervenir Mathieu Gaufre. Finalement, on se retrouve autour de cette table ronde qui animait un atelier sur la question numérique. Et justement, on a parlé de ces trois environnements, environnement professionnel, environnement pédagogique et environnement créatif. Et je pense que pour beaucoup de collègues, d'enseignants, de directeurs, ça a permis déjà de voir un petit peu différents horizons. Et je pense que c'était ça important de se dire, puisque numérique, ça peut faire peur, c'est un grand tout. Et essayer de se dire par quelle étape je vais commencer. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, dans la réflexion qu'on a sur le futur schéma, le numérique va avoir toute sa place. Notre président porte une politique autour d'un territoire innovant. Et pour nous, aussi dans l'innovation, qu'elle soit pédagogique, mais aussi professionnelle ou créative, forcément, le numérique aura toute sa place. Mais on ne veut pas précipiter les choses. C'est avant tout de se dire on va se donner aussi le temps du schéma pour permettre aux établissements de s'approprier cette dynamique. Merci beaucoup. Alors j'ai tout à fait souvenir de cette première conférence en ligne puisque la lettre du musicien n'arrivait pas à se connecter en tant que modérateur. Donc c'est pour vous dire qu'on est à peu près tous concernés par les soucis d'apprentissage de ces outils. Voilà, nous, ni le directeur de la rédaction ni moi-même ne sommes absolument adeptes et pourtant ça fait partie du quotidien. Je crois qu'on est un peu tous dans le même bateau. Et alors donc justement peut-être qu'il y a un élément aussi qu'il va falloir qu'on aborde tous ensemble, mais peut-être particulièrement aussi avec toi Louise, c'est quand même la partie pour les enseignants aussi du temps de travail. Est-ce qu'il y a eu des alertes du côté des établissements sur finalement ce temps de travail à rallonge, de travailler chez soi, d'être face à des outils qui pouvaient être chronophages? Je vois le nombre de personnes qui ont fait des initiatives en vidéo. Clairement, le temps de montage, même pour un temps de cours raccourci, le temps de montage de ces outils était vraiment colossal. Est-ce que cet aspect-là ou d'autres, il y a eu d'autres alertes de la part des établissements? Et peut-être commencer par une petite parenthèse sur le schéma, parce qu'en fait, on parle là du schéma. Entre nous, on sait ce que c'est que le schéma. Je me dis que ça peut être pas mal de faire la petite parenthèse de qu'est-ce que c'est qu'un schéma départemental. Oui, alors bien sûr, donc schéma départemental des enseignements artistiques, c'est une peut-être des seules compétences obligatoires pour les départements, donc, que nous a confié la loi de 2004. L'idée, en fait, c'est de pouvoir faire travailler ensemble l'ensemble des établissements d'enseignement artistique sur un territoire. Alors, il y a la question du financement, évidemment, mais en tout cas, l'idée, pour nous, département de Hauts-de-Seine, c'est d'aller plus loin, c'est de les mettre en réseau, c'est de permettre d'échanger, de pouvoir construire des choses ensemble. Il y a la question des formations aussi qui se posent. Et puis, c'est aussi se dire comment tous collectivement, on peut arriver à monter des projets. Donc voilà, pour la petite parenthèse, schéma départemental des enseignements artistiques sur les alertes. Alors c'est vrai que moi, je n'avais pas les profs en direct. Donc c'est vrai, je sais que pour avoir discuté avec des directeurs qui avaient ces problématiques aussi, puisqu'on a eu ce confinement pur, mais on a eu aussi au moment où les élèves sont revenus pour certains dans l'établissement et pour d'autres rester à distance, notamment toute la question des adultes ou certains cursus. Et là, c'est vrai que la question a été, l'enseignant est sur place pour donner un cours et ensuite, entre-temps, il a un élève qui, lui, est à distance. Comment est-ce que je fais? Et finalement, la question qui est le plus revenue, c'est quel équipement en fait, j'ai? Quel équipement je peux proposer? Et on parlait de Wi-Fi tout à l'heure, c'est tout bête, mais il y avait très très peu d'établissements. Pourtant, dans les Hauts-de-Seine, on a des gros conservatoires, beaucoup ont plus de 1000 élèves qui n'étaient pas équipés. Donc il y a eu la question des clés 4G, la question d'avoir une tablette. On a
des établissements qui ont pu faire l'acquisition de tablettes et on venait à l'accueil chercher sa tablette. Mais globalement, il y a eu quand même toute cette question des équipements, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans le débat, pour que les professeurs puissent donner cours. C'était peut-être plus facile, même si ils utilisaient leur matériel personnel quand ils étaient chez eux, mais il y avait aussi cette question, quand je suis dans l'établissement, comment est-ce que je fais pour donner cours? On a parlé rapidement de la danse, il y avait aussi cette question-là. Donner cours à distance, en danse, il faut avoir... Voilà, on était dans les salles de danse, donc certains ont installé des grands écrans parce que c'était quand même plus facile. C'est quand même cette fatigue, je pense que beaucoup pourront en témoigner, cette fatigue de travail avec les écrans, aussi sur le sonore. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses et qui font que, pour ceux qui ont très peur que le distanciel prenne le dessus, je pense qu'on en est un peu loin, mais c'est pas forcément moi la spécialiste. Donc voilà, globalement, les alertes, c'était plus sur la question des équipements. Merci beaucoup Louise Courant, on reviendra ensemble pour le débat. J'ai un dernier intervenant à mener autour de la table, c'est Bruno Devauchel. Alors là, on passe vraiment à l'extérieur de notre secteur. La parole à un spécialiste vraiment des technologies, puisque Bruno Devauchel est chargé de mission TICE à l'Université catholique de Lyon, donc Technologie d'Information et Communication, professeur associé du département IME et membre du laboratoire Techne à l'Université de Poitiers. Donc là, vraiment, on a parmi nous un expert qui va pouvoir donner son regard sur les interventions des uns et des autres. Ma première question, peut-être, ce serait la suivante. Est-ce qu'on est face à une révolution culturelle de la transmission? Est-ce que vraiment là c'est un moment charnière et une véritable révolution que vivent les professionnels que vous avez entendus? Bonjour, merci de m'accueillir aussi parmi vous pour cette question-là qui effectivement, c'est pas mon champ de spécialité, mais moi c'est la pédagogie, c'est l'enseignement et évidemment les moyens numériques. Alors, je vais dire, nous sommes et nous ne sommes pas à un moment charnière. Nous ne le sommes pas, pourquoi? Parce que en fait, ça fait très longtemps que tout ça est engagé. Il faut remonter en gros aux années 80, au début des années 80 pour voir ce mouvement. Et c'est surtout depuis le début des années 2000, avec la connexion Internet, avec la généralisation des équipements personnels, qu'une révolution s'est faite. Les gens se sont équipés personnellement. Les réseaux numériques, alors j'entendais avec plaisir ce groupe Facebook, j'ai été à l'origine en 2000 d'un site en ligne qui s'appelle le Café Pédagogique, qui vit toujours aujourd'hui, qui a eu 80 000, 100 000, 200 000 abonnés et qui continue de publier, parce que les réseaux ont permis effectivement de fédérer, d'aider les gens. Et ça m'amène à une réflexion tout de suite sur ce que j'ai entendu là et qui est importante. C'est pour moi, c'est l'importance de la proximité entre les acteurs. Vous avez dit la formation par les pairs. Dans l'éducation nationale, lorsque les enquêtes sont menées sur qu'est-ce que vous pensez de la formation, comment vous le faites, la réponse c'est on se forme d'abord par les pairs. Certes, la formation intervient, mais elle intervient après. Ce qui est capital, c'est les pairs. Et puis le deuxième élément, je pense à l'expérience de Vannes, entre autres, mais aussi à votre expérience à Saint-Étienne, c'est le fait qu'au niveau de l'établissement, il y a la question du projet de l'établissement, de la dynamique collective. Alors, le danger, c'est le discours outil. C'est le discours outil, c'est le discours... Mais il faut en passer par là aussi. Et c'est toute la difficulté que l'on a, c'est qu'on a besoin de savoir si on choisit Zoom, WhatsApp ou autre, mais on a aussi besoin de s'affranchir de cela, parce que ça c'est secondaire. Ça va être le moyen de développer des vraies stratégies. Alors, pour revenir à cette question de sommes-nous dans un basculement? Moi je pense qu'il faut profiter, au contraire, justement, parce que ce basculement était déjà engagé depuis longtemps, mais c'est un peu le militant en même temps qui parle, un militant pédagogique, donc il faut se méfier. Moi je milite beaucoup pour une transformation de ce que l'on appelle nous la forme scolaire, c'est-à-dire que, je prends un exemple que vous avez évoqué en filigrane tout à l'heure, il y a le temps de cours, le temps d'enseignement. Et puis il y a entre les temps d'enseignement. Et ce qu'on a découvert, c'est que cette continuité, c'était pas tant la continuité de l'enseignement, c'est la continuité de l'apprentissage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes dans une période où il faut favoriser la continuité des apprentissages. Donc, pour les enseignants, d'être capables d'accompagner au-delà du temps de présence les élèves ou les jeunes, et du côté des apprenants, aussi de développer les compétences qui vont leur permettre de le faire. Et donc on voit bien que pour un établissement, il faut réfléchir évidemment à la formation des enseignants, mais il faut aussi réfléchir à un cadre dans lequel la formation va pouvoir se traduire dans la pratique. Alors,
bien évidemment, si on pense outils, eh bien, alors je vous donne une petite histoire qu'on connaît bien dans le monde de l'éducation aux technologies. L'arrivée d'une technologie dans un milieu, quel qu'il soit, permet aux gens d'abord de faire exactement ce qu'ils faisaient avant avec la technologie. C'est normal, c'est le temps normal, c'est que je refais la même chose parce que je sais faire. Et après ça, c'est comment, à partir de cette pratique qui est installée, on parlait des tableaux numériques interactifs par exemple, une fois que c'est installé, comment on fait pour augmenter la qualité? Augmenter la qualité du message que l'on fait passer à des jeunes, à des apprenants, comment on fait pour soi-même, alors on l'a vu tout à l'heure sur la préparation du travail, c'est comment en amont je travaille. On s'aperçoit par exemple, alors je ne parle pas pour l'instant de l'enseignement à distance, on en parlera après, mais on s'aperçoit que le numérique et l'utilisation des moyens informatiques de toutes sortes suppose qu'il y a un déplacement de la charge de travail. C'est-à-dire que la charge de travail, elle se déplace en amont d'abord. C'est-à-dire qu'il y a de la préparation. Vous avez évoqué le temps, si on veut faire des montages, si on veut faire... il y a un temps. Ce temps, il est long, et effectivement, malheureusement, on l'a vu depuis très longtemps, il n'est pas pris en compte dans les statuts. C'est-à-dire qu'on compte souvent, dans l'enseignement général, vous avez une loi de 51-52, un texte qui définit qu'un enseignant, c'est 18 heures face publique, point. Voilà, et le reste, on ne sait pas. Alors si maintenant on a dit qu'il y avait des réunions et autres. Mais le temps de préparation, c'est quoi? Dans l'enseignement supérieur, on sait bien, 1 heure de cours face publique, c'est 4 heures de préparation. 1 heure de cours classique. Hein. Donc, on pense quand même qu'il y a de la préparation. Mais quand on regarde avec le numérique, on a augmenté ce temps de préparation dès lors que l'on a des outils. Par contre, il y a la réutilisabilité des outils aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que le numérique rend possible la création de ressources, la mise à disposition de ressources, le partage de ressources. Il n'est pas interdit de réutiliser les ressources que l'autre a faites si elles sont bien. Et ça, c'est une évolution culturelle. Effectivement, on est à un moment où on peut utiliser je dirais, l'opportunité de la crise pour accélérer la prise de conscience. La prise de conscience qu'on peut apprendre autrement que uniquement dans ce fameux présentiel, ce fameux face-à-face pédagogique qui est finalement, je dirais, l'alpha et l'oméga pour beaucoup de gens. Sauf que ça s'apprend, ça se travaille, ça s'accompagne, qu'il faut évidemment avoir quelques moyens techniques et financiers, et là, c'est pas forcément simple. Alors justement, en fait, parlons des compétences dont ces professionnels vont avoir besoin et peut-être également à l'aune d'une expérience que vous avez qui sort aussi un petit peu de notre champ, qui est celle des professeurs d'éducation musicale, parce que vous êtes très occupés principalement dans vos travaux par l'éducation nationale et donc peut-être c'est intéressant pour nous qui avons des pratiques dans l'enseignement spécialisé de faire un petit tour du côté de l'enseignement musical dans l'éducation nationale. Et donc quelles sont les compétences dont ces professionnels vont avoir besoin pour travailler leurs cours et quelles sont les spécificités que vous avez constatées de ces enseignants de la musique et des arts dans l'éducation nationale face à ces questions? Alors, pour tous les enseignants, la compétence numérique de base, je dirais, sans rentrer dans les enseignants spécialisés, mais pour tout enseignant, aujourd'hui, les compétences numériques de base, on a évoqué le PICS tout à l'heure. Qui est la certification qui a été mise en place par le ministère. Moi, j'ai participé d'ailleurs au départ à la création du PICS avec les équipes qui s'en sont occupées. Et c'est au moins de se dire, ben voilà, on a besoin d'un certain nombre de compétences minimales pour utiliser un réseau social, pour fabriquer une image, pour fabriquer un son, pour travailler une vidéo, pour ça. Mais là, ce sont des compétences, on va dire, transversales. Je pense qu'il faut permettre aux gens d'être à l'aise avec ça. Attention, attention. L'aisance qu'un enseignant ou qu'un jeune, enfin que quelqu'un développe, est d'abord liée à l'utilisation régulière qu'il a de l'outil. Vous faites une formation, moi j'en ai fait des centaines de journées de formation qui n'avaient aucun écho après parce que les gens après ça ne reprenaient pas en place, ne mettaient pas ça. C'est-à-dire que la formation doit être au plus près des besoins des pratiques. Où je vois des formations où on va dans une salle où il y a un matériel fantastique et on arrive après et puis chez soi, il n'y a pas le matériel, il n'y a pas le wifi, le NT marche pas, etc. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, mais ça on les connaît malheureusement. Et ça par contre, au niveau de l'établissement, il faut garantir, je dirais, que le numérique, enfin que ce n'est pas un obstacle, c'est une facilitation. C'est aller vers la facilitation. Si un enseignant doit passer des heures avant plutôt une demi-heure par exemple, en début de séance, pour régler tous les problèmes techniques,
il faut en lire sa séance, quel que soit l'enseignement, quel que soit l'enseignement. Donc, on a besoin de gens qui sont très à l'aise. Alors, l'observation que moi j'ai faite avec des professeurs d'enseignement artistique dans les collèges en particulier, alors, d'abord, ils sont très malheureux parce qu'ils sont souvent très abandonnés, mais quand ils ont un vrai projet, par contre, on a des choses remarquables. Je me souviens d'un enseignant de Saint-Étienne qui avait monté un B2I musical il y a quelques années. C'était assez extraordinaire. Il avait développé pour lui, le B2I, c'est l'ancêtre du PIX, hein, c'est-à-dire un certificat de compétence. Et il avait développé, lui, tout un travail sur ordinateur avec ses élèves et alors, qui associait aussi bien des pratiques de musique assistée par ordinateur que du travail, je dirais, plus transversal d'utilisation. Donc, il y a pas mal d'enseignants parce qu'ils se sont passionnés personnellement. Hein. On a le même phénomène en éducation physique et sportive. Hein. Mais ce qui va être intéressant à développer dans la deuxième étape, la première étape, c'est l'étape donc d'une culture, je dirais, générale du numérique et d'une aisance. Donc il faut que les responsables des établissements puissent avoir les moyens d'avoir des infrastructures stables, fiables, qui ne posent pas de problème. Ça, c'est le premier niveau. Donc garantir, je dirais, un socle. Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le socle numérique, d'ailleurs, ce que le ministère porte en ce moment en éducation. Le deuxième niveau, c'est là, quand on entre dans la pédagogie, quand on entre dans la didactique même de la musique, où là, il y a un deuxième niveau beaucoup plus complexe à accompagner, à mettre en œuvre, et qui est plus, je dirais, du côté de l'initiative. Alors, on parle souvent de l'innovation, nous on préfère l'initiative, l'expérimentation, voire la recherche-action. Voir la recherche-action, c'est-à-dire se dire comment je peux améliorer. Et donc, au sein d'une équipe, moi j'accompagne des équipes dans certains milieux sur la recherche-action autour du numérique. Qu'est-ce que le numérique peut apporter? Et donc, on se définit ensemble un protocole d'expérimentation pour voir comment faire avancer les choses, le tester, et puis évidemment, après ça, le publier, bien sûr, pour le partager avec la communauté. Parce que tous ces travaux que l'on expérimente au niveau d'un établissement ne valent que s'ils sont partagés. Donc, il faut habituer aussi les enseignants, et dans le socle, je dirais, commun qui serait nécessaire, il y a le partage. Mais le partage, c'est, on l'a dit tout à l'heure, je voudrais y faire allusion, d'abord, c'est une culture, hein, on parlait du père à père, mais c'est une culture, le partage. C'est-à-dire que on voit bien, tu pourrais probablement le confirmer, mais nous on l'avait souvent vu aussi dans les forums, c'est, allez, il y a 10% de gens qui produisent et 90% de gens qui regardent. Bon, faut être honnête là-dessus. Très bien pour les 10% qui produisent, mais ce qui intéresse, c'est comment ça va impacter les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que les 90% d'autres qui regardent, justement, il faut maintenir leur attention, maintenir leur intérêt pour ça, et essayer au niveau de l'établissement. C'est au niveau de l'établissement que ça se joue, hein. C'est pas au niveau national ou autre, même s'il y a besoin de soutien national ou de soutien des collectivités. Mais il y a besoin d'une dynamique d'établissement pour faire en sorte que et les enseignants et les apprenants soient vraiment dans une dynamique de partage, d'entraide. Je vais juste faire une petite incidente. On n'a pas utilisé le terme ici, mais il a été évoqué en filigrane tout à l'heure. Je vais parler du RGPD. Règlement général pour la protection des données. En 1978, la CNIL a été créée justement pour protéger les droits. On a vu arriver la crise et donc la mise en place de tous ces services, et on s'est finalement assez peu posé la question de savoir mais où elles étaient les données, qu'est-ce qu'elles faisaient. Ce qui fait qu'on s'est aperçu que il y a eu des pratiques qui étaient sur le plan du RGPD, donc de la loi qui maintenant est adoptée depuis 2018 en France, qui étaient, je dirais, en infraction avec la loi, c'est-à-dire que c'est des données qui étaient à l'extérieur de la communauté européenne et en dehors du droit. Donc, inévitablement, il y avait besoin de clarifier un peu les choses. Donc, il faut qu'au niveau de chaque établissement, à nouveau, il y ait, d'ailleurs, il y a une loi là-dessus qui dit qu'il faut tenir un registre des traitements des données et que le responsable d'établissement est le responsable des données. Donc, il faut faire très attention parce que le numérique génère effectivement toutes ces données, ça permet du partage, mais il faut garder toujours en tête le respect de la personne, le respect de la liberté, le respect de son parcours, et donc de faire très très attention à ne pas, je dirais, enfreindre les limites de la loi et respecter le jeune et l'adulte. Je vous remercie. Oui, en effet, je pense que c'est important de repréciser au niveau du RGPD toutes les incidences que ça peut avoir, parce que là, on parle entre nous, je pense qu'on sait évidemment de quoi il retourne, mais en effet, c'est aussi concret que le fait de choisir un hébergeur pour ces données, de choisir des outils dont on sait
si elles vont être utilisées par d'autres. On a tous en tête le scandale Zoom, dont on s'est rendu compte que beaucoup de contenus qui avaient été enregistrés sur Zoom, qui est en fait une entreprise qui était assez petite avant le confinement, puis qui a explosé avec la pandémie, et donc on a retrouvé beaucoup de ces contenus en Chine, entre les mains de personnes qui n'étaient pas du tout censées y avoir accès, parce que finalement ces données, il faut pouvoir les protéger, il faut pouvoir garantir en effet au plan de la liberté de chacun, qu'on donne un consentement, que chacun est d'accord et consent à l'utilisation des données. C'est aussi d'ailleurs la problématique des réseaux sociaux, qui en fait nous enferment un petit peu, nous rendent un petit peu captifs par rapport à une qualité de service à laquelle on est habitué et qui maintenant nous faut cocher des cases. Est-ce qu'on sait vraiment quels sont les usages derrière? Et en effet, cette réglementation de 2018 qui s'impose maintenant à beaucoup de structures, d'ailleurs toutes les structures françaises, notamment, je pense que vous avez l'habitude maintenant de cocher sur les cookies, sur tous les sites j'autorise l'utilisation des cookies, c'est lié en fait à tout ce travail. Je pense que là-dessus, si vous me permettez une incise, c'est vraiment de dire que on a la sensation que progressivement il y a une régulation qui rattrape la révolution numérique technologique et qu'après toutes ces années 2000 où on a eu vraiment une multiplication d'outils et de contenus, là, depuis les années 2015, vraiment, la prise de conscience au plan de la réglementation européenne et nationale va vraiment dans le sens de la liberté des citoyens. Je crois que là-dessus, l'Europe est vraiment fer de lance au plan international. Mais du coup, ce sont des sujets qui sont répercutés sur nos pratiques au quotidien. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre intervention. On va pouvoir maintenant passer à la phase de débat. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tout particulièrement les porteurs de cette table ronde, parce que les organisateurs, c'est la CMF, la Confédération musicale de France, qui regroupe beaucoup de structures et notamment des établissements d'enseignement et qui a eu à cœur en tant que réseau, on a parlé aussi tout à l'heure de Conservatoire de France, c'est dire à quel point ces réseaux et ces structures nationales sont très importantes pour faire fonctionner ce pair à pair. Donc bien sûr, nous sommes maintenant dans les outils numériques, nous sommes dans les groupes Facebook. N'oublions pas, petit aparté, les associations nationales, les fédérations, les syndicats qui sont vraiment des lieux de partage, physiques et numériques aussi maintenant, mais qui permettent le débat et la formation, l'échange pair à pair, le partage. Donc merci à la CMF tout particulièrement. Je vais donc accueillir à mes côtés à nouveau Mathieu et puis Madame Bayon, et nous allons rentrer tout de suite par un angle d'attaque crucial que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, qui est celui justement du temps de travail. Voilà, c'est le côté, la casquette un peu sociale de la lettre du musicien, parce que après tout, finalement, cette révolution numérique qu'on a vécue, elle interroge aussi finalement le rapport au temps de travail. On a parlé de la préparation, et donc là je vais me retourner vers les professionnels qui œuvrent au quotidien et qui ont des équipes pédagogiques. Comment est-ce qu'on peut appréhender cette question? Est-ce que le directeur d'établissement peut tout seul appréhender cette question? Quels sont les besoins, les interpellations que vous souhaitez faire sur ce sujet auprès éventuellement de nos tutelles? Je vais peut-être passer le micro à Mathieu en premier. Merci d'entamer avec cette question extrêmement sensible qui est fortement d'actualité en plus en ce moment sur la question du temps de travail des enseignants. Donc c'est vrai que vous l'évoquez très bien en fait, et vous avez posé le problème aujourd'hui. Ce qui est clair dans un cadre statutaire, c'est le temps de face-à-face pédagogique, et derrière ce qui est moins clair, c'est tout ce qui est induit par ce temps de face-à-face pédagogique. On va dire que la gestion du temps de travail, c'est toujours une question d'équilibre. À quel moment ce qui va être induit par des pratiques nouvelles pédagogiques, comme celle du numérique, va rester dans un équilibre acceptable par la profession, et acceptable aussi par les équipes de direction et par les enseignants aussi, pour venir contribuer à améliorer nos façons d'enseigner. Si c'est vécu ou perçu comme une perte de temps et une contrainte supplémentaire, ça n'a aucun intérêt dans la gestion et dans la façon de s'emparer de cette question-là par la profession. Donc en fait, il faut vraiment, nous, en tant qu'équipe de direction, en tout cas être extrêmement vigilants à ça. L'accompagnement, garder ce dosage et faire en sorte que en fait, l'ensemble de ce temps de travail induit par l'ensemble des tâches pédagogiques, dont on va dire la maîtrise des outils numériques pour être une toute petite partie, doit rester acceptable. Alors acceptable, je vous dis un terme qui veut tout et rien dire, et c'est ça qui est complexe dans notre métier. Mais en tout cas, il ne faut pas nier, il ne faut pas être dans le déni que aller vers des nouvelles pratiques, ça induit aussi un investissement des nouvelles compétences d'un côté, et qu'il faut en tenir compte, nous, dans la façon de répartir les tâches.
Mais je rebondissais vraiment sur ce que disait M. de Vauchel tout de suite, que c'est vraiment central, c'est la capitalisation de ce temps de travail-là, qui, sur le long terme, finalement, répartit, en fait, finalement, il faut avoir une vision plutôt à long terme de comment on va construire les outils, comment on va construire du savoir, comment on va le garder aussi dans une sorte de nouvelle bibliothèque qui va être ma boîte à outils pédagogique et qui va rester dans le temps et qui du coup va nous permettre d'étoffer notre façon de faire, d'augmenter le pédagogue que nous sommes ou les établissements que nous sommes, et c'est dans cet état d'esprit-là pour moi uniquement qu'on ira vers cette question-là. Si c'est juste pour se substituer là, même si c'est la première étape, voilà, pour l'instant il faut vraiment être vigilant à ça. Donc voilà, une question sensible et une réponse. Une belle réponse, on sent qu'il y a une expérience politique aussi en tant que participant à Conservatoire de France, mais en effet c'est un sujet très important. Marianne Bayon, donc même question, et puis peut-être comment on fait pour piloter ça à partir du moment où les gens sont chez eux également, c'est-à-dire comment en tant que là vraiment presque manager, responsable d'équipe, on arrive à être attentif à ça au quotidien. Alors, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, effectivement, la question du temps de travail, c'est quelque chose d'assez prégnant, plus particulièrement avec le numérique. Il y a le temps de l'appropriation qui a induit, je pense, une charge de travail assez conséquente chez les enseignants. Que ce soit numérique ou pas, tout nouvel apprentissage implique du temps. Et c'est un temps qui n'est pas forcément compatible avec des périodes d'urgence, de crise. Alors, les gens se sont formés sur le tas. Il faut pouvoir aussi intégrer ça de manière plus pérenne. Après, comment on pilote un dispositif de chez soi? Alors, nous, on avait déjà un peu l'habitude de travailler de façon dématérialisée à l'école de musique de Soleure, donc on avait déjà un peu des usages. On avait une bonne ligne de conduite au niveau de l'équipe pédagogique sur la concertation. Donc ça a été pour nous une simple transposition sur un espace numérique avec le choix d'un outil et puis des temps d'échange. Je pense surtout ce qui est important, c'est certes il y a le collectif au niveau de l'équipe, mais dans un cas de figure comme celui-ci, il faut pouvoir, pour le directeur, aller aussi sur de l'individualité, voir qui est en détresse potentielle, pouvoir soutenir véritablement les collègues qui ont plus besoin que ce soit du soutien technique, mais parfois simplement humain, psychologique. Être ensemble dans la même pièce ou avoir quelqu'un en rendez-vous dans son bureau en face à face, c'est pas la même chose que de se retrouver derrière un écran. Il y a des choses qui passent pas de la même manière. L'humain n'est pas transposable par Zoom, par Skype, même si l'outil est très très bien. Et il y a tout ce côté-là qui me semble être très important. Alors certes, il y a l'aspect organisation, l'aspect management, mais je pense que surtout ce qu'il faut arriver à garder, c'est la connexion humaine, même si on est à distance. Le reste, c'est de l'organisation, et c'est sûr pour les directeurs qui se sont retrouvés dans cette situation, à devoir parfois gérer des problèmes techniques simplement pour que les gens puissent se connecter et échanger ensemble, c'est assez complexe. Je pense qu'on a pas mal de retard à ce niveau-là dans notre travail, là où dans d'autres corporations, qui induit déjà du télétravail, ou des rendez-vous avec des partenaires qui ne sont pas sur la même aire de rayonnement, il y a des usages qui étaient déjà en place sur la visioconférence, sur le fait de réunir une équipe qui est peut-être en télétravail un jour par semaine, et voilà, il y a déjà des usages. Nous, ça reste nouveau et ça devient accompagné, parce que ce qu'on s'est aperçu aussi dans ces phases-là, je ne parle pas pour ma structure, mais plus largement pour avoir échangé avec beaucoup d'établissements, c'est que aussi, ça a pris pour certains plus de sens. Alors paradoxalement, on n'était plus dans la même pièce, mais le fait de pouvoir avoir une réunion en visioconférence facilitait le fait d'être présent, puisqu'il y a une réalité dans notre secteur qui est très importante, et il faut le dire aussi, qui est en lien avec le temps de travail, c'est le fait qu'une très grande partie des enseignants soient multi-employeurs. Donc comment s'impliquer quand on est dans 2, 3, 4, 5, 6 structures parfois, et ces outils-là, ils peuvent peut-être faciliter aussi la collaboration et la participation des enseignants quand ils sont utilisés de manière cohérente et à bon escient. Monsieur Desvauchel, une réaction? Oui, je voulais juste ajouter un point, parce qu'on a eu pas mal d'expériences sur en particulier la mise en place de l'enseignement à distance, ou au moins des enseignements dits hybrides. Et en particulier, lorsqu'on fait produire des ressources qui sont réutilisables, il y a un problème juridique derrière, qui est un problème qu'il faut régler très en amont, c'est-à-dire préparer un support qui va être utilisé peut-être par quelqu'un d'autre que vous d'ailleurs, et qui va être dans un autre cadre, suppose effectivement de bien penser la question juridique pour éviter des ennuis après. Question juridique, c'est la rémunération du temps de préparation, mais aussi la rémunération éventuellement de la mise à jour des supports, mais aussi la rémunération de la diffusion et la limitation du droit de diffusion.
Vous faites dans un organisme, vous publiez un outil de formation à distance et quelqu'un d'autre s'en empare, vous l'avez dit pour la Chine par exemple, quelqu'un d'autre s'en empare, vous le vole. Donc, comment on protège, comment on empêche? Alors on sait que techniquement c'est très compliqué de protéger, par contre légalement il faut le faire. C'est une règle et les directeurs d'établissement, directrices d'établissement sont amenés à être très vigilants sur cette question-là. C'est d'ailleurs un sujet pour nos collègues, les éditeurs, bien sûr, de partitions, qui sont toujours, et de méthodes pédagogiques, qui sont toujours très sensibles à essayer de contenir le partage, notamment pair à pair, qui peut en effet menacer la propriété intellectuelle des contenus. Alors donc peut-être du côté aussi de la formation des enseignants, on peut rebondir sur cette question-là, parce que finalement on change complètement de pratique. On n'est plus du tout nécessairement, en tout cas pas systématiquement dans un cours unique. On l'a dit avec Bruno Devauchel, on est dans quelque chose qui est plutôt accompagner l'apprentissage entre les cours. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est appréhendé au CFEDEM dans la manière de former, justement le fait de dire, en fait, vous serez plus nécessairement dans ce cours et de la transmission et après laisser l'élève, il va falloir être dans une dynamique possiblement d'accompagnement plus structurant. Alors oui, en même temps, on va aussi redire que du côté des sciences de l'éducation et du côté de la pédagogie, cette question de la posture de l'enseignant qui n'est plus le maître du savoir, mais qui est l'accompagnant, le changement de posture s'est opéré avant la question du numérique. Le numérique s'engouffre et nous permet de réinvestir tous ces connaissances et tous ces écrits qui datent quand même du siècle dernier. Donc on n'est pas une fois de plus sur quelque chose qui est nouveau. Par contre, effectivement, il y a une vague de prise de conscience peut-être sur ce décalage, sur ce que ça veut dire que la présence. Il y a une belle littérature aujourd'hui qui sort sur ces questions-là. En fait, on a beaucoup été en distance, mais en même temps, la question de la présence, quand vous sortez de votre salle de classe et que vous laissez vos élèves en autonomie, vous n'êtes plus en présence avec eux. Donc ce sont des choses qu'on sait faire aussi par ailleurs. En fait, elles sont réinterrogées par un autre angle d'attaque, et en fait, c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui dans ce qu'on vit. C'est toutes les expérimentations qu'on est en train de découvrir ou de redécouvrir. C'est d'autres entrées, c'est là où il y a effectivement un beau terreau d'expérimentation, et les étudiants sont les premiers acteurs et actrices de tout ça, et on est des fois moteurs et puis on est des fois suiveurs, faut être assez honnête aussi là-dessus. Alors on va y revenir en effet sur la notion de l'expérimentation, parce que c'était aussi ça une belle révolution de nos pratiques. Je vais évidemment donner la parole à Thomas Sessel, qui est finalement le représentant, qui est l'enseignant de notre table ronde. Donc Thomas, qu'est-ce que ça évoque chez vous, ces notions de temps de travail, au-delà du coup de la question du groupe enseignement à distance, mais vraiment en tant qu'enseignant en trompette? Alors juste si vous me permettez de faire une petite aparté sur deux sujets qui ont été évoqués juste avant. Je pense notamment à la protection des données personnelles et notamment à la réutilisation du travail. Marie-Hélène, je pense, est bien placée pour vous en parler, puisque le premier contact qu'on a eu, c'est quand tu m'as envoyé un message pour me dire que ton travail avait été piqué par quelqu'un sur le groupe et utilisé sans ton accord, voilà, du travail que tu n'avais pas partagé sur le groupe, c'était que tu avais fait par ailleurs. Donc ça, je pense que c'est une question absolument cruciale, effectivement, la protection aussi du travail fourni. Sur l'appropriation des outils, le temps de travail, évidemment, c'est pas du tout le même. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mathieu. Il y a une capitalisation du temps qu'on passe à se former sur les outils qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire, d'accord, je vais passer tant de temps à maîtriser tel outil, mais peut-être que je vais gagner du temps par la suite et que cet outil-là va me servir. Je pense que pour le temps de travail, en tout cas en ce qui concerne l'enseignement à distance avec le numérique, les seuls qui n'ont pas vu leur temps de travail bouger sont ceux qui ont voulu transposer leur enseignement traditionnel par le numérique, et c'est ceux que je pense qui sont allés dans le mur. C'est-à-dire qu'en fait, faire un cours de musique traditionnelle en mettant une caméra avec un élève qui n'est pas en face, ça marche pas. C'est pas quelque chose qui est transposable comme tel. Et on a dû se réinventer aussi, aller puiser dans nos ressources pour faire autre chose. Donc le temps de travail de cette période-là a été assez conséquent, on va dire. Maintenant, c'était aussi une manière de se former, d'apprendre. Moi, ça m'a permis d'utiliser des nouveaux outils que j'utilise maintenant. J'ai voulu garder cette pratique-là en prenant ce que je trouvais intéressant, en rejetant ce qui ne me plaisait pas. Mais j'économise aussi maintenant beaucoup de temps de travail et beaucoup de temps disponible avec mes élèves en utilisant en fait des outils. Je parlais tout à l'heure de l'entretien d'un instrument de musique.
l'entretien de la trompette, montrer comment on démonte, comment on met l'huile, et on perd 15 minutes, au moins 3 ou 4 fois dans l'année avec les débutants, pour leur remontrer, parce qu'ils remontent un piston à l'envers, ils peuvent plus souffler dans l'instrument, voilà. En fait, on a une vidéo, elle est accessible, les parents, ils ont le lien, on fonctionne avec un QR code, et tout ce temps-là, il est gagné, et c'est du temps d'apprentissage en plus, finalement. Donc voilà, on passe beaucoup de temps à préparer, on gagne du temps par la suite pour l'apprentissage, donc je pense que c'est une bonne chose. Alors peut-être justement, puisqu'on est passé vraiment dans le concret de la matière qui est proposée, donc là sur l'entretien de l'instrument, on peut aller un petit peu plus loin. C'est vrai, quand on est enseignant de trompette face à ces outils, comment on fait quand il y a un décalage du son, comment on fait quand il y a une saturation du son. Toi concrètement, qu'est-ce que tu as proposé qui soit vraiment différent du cours traditionnel justement ? Alors moi j'ai la particularité d'enseigner dans un territoire qui est assez grand mais en milieu rural, donc avec des connexions internet pour le moins compliquées, pas d'accès possible à l'établissement, dans l'établissement on n'avait pas de connexion internet non plus sur un CRD, hein. On voit bien que c'est pas que dans les Hauts-de-Seine qu'on a des problèmes de connexion. Et du coup, pour ma part, j'ai refusé le cours individuel en face à face. Dans un premier temps, j'ai proposé d'autres choses, des retours, parce qu'effectivement les qualités sonores ne permettaient pas de faire court, les qualités de connexion, que c'était très usant. J'ai tenté, hein. J'ai fait un mercredi, j'ai fait 9h, 18h30 en cours en visio. Je suis devenu dingue. Voilà. Et les collègues qui ont fait ça, je ne sais pas comment ils ont supporté au niveau du son, parce que le son qui est restitué par des haut-parleurs, c'est pas la même chose que le son naturel de l'instrument. Il y a l'attention de l'élève. Moi j'ai une anecdote, hein. J'ai un petit qui avait envie d'aller aux toilettes. Au bout de 15 minutes de cours, il n'est jamais revenu. Il n'a pas dû se souvenir qu'il était en cours. Et du coup, j'étais devant un écran vide et j'appelais désespérément à l'aide, mais j'ai personne qui est venu. Donc voilà, il y a des situations, on va dire, un petit peu complexes. Donc moi, pour ma part, j'ai voulu faire complètement autre chose. Je suis passé par des échanges de vidéos, par des temps communs, des temps collectifs. Et puis ensuite on a finalement mélangé un petit peu tout ça pour faire quelque chose d'un peu nouveau et puis qui sorte. J'ai essayé de ne pas faire de routine en fait sur cette période qui était quand même une période aussi qui était quand même particulièrement compliquée à gérer humainement. Les enfants qui se sont retrouvés confinés comme ça, pas forcément dans des très bonnes conditions. Les collègues non plus, hein. Moi j'ai la chance, j'habite dans une maison, il faisait beau. J'avais de l'espace, je peux faire de la musique chez moi, j'ai des collègues qui sont en appartement, c'était beaucoup plus compliqué, donc voilà. Je pense qu'il y avait beaucoup de souffrance dans cette période et qu'il fallait essayer d'en tenir compte et de proposer la continuité pédagogique certes, mais je crois aussi le lien social. Au-delà de la pédagogie, c'était vraiment de montrer qu'on était là, on n'est pas juste un prestataire de service qui va fournir finalement un apprentissage musical, on est aussi des humains avant tout et on se serre un peu les coudes, quoi. Exactement, alors du coup le mot a été lancé parmi nous plusieurs fois, celui de l'expérimentation, hein. C'est Sandrine qui nous en parlait et je vais me tourner vers Louise Courant pour justement peut-être avoir ce recul de plusieurs établissements. On l'a entendu tout à l'heure, quand même 36 000 élèves pour 36 000 communes, ça veut quand même dire un certain nombre d'élèves par commune, c'est assez admirable. Donc du coup, peut-être là avec ce regard de plusieurs structures et de tout un département, est-ce que vous avez ressenti ça comme aussi à nouveau une petite révolution de travail que d'être complètement dans l'expérimentation? Parce que c'est vrai que ça c'est plutôt quelque chose qu'on voit dans les startups, dans les entreprises. Et là, on a l'impression qu'on s'est tous retrouvés dans un système tellement différent que ça a un peu complètement changé nos rapports à nos méthodes de travail et qu'il a fallu, bon an, mal an, se lancer là-dedans. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez constaté dans le département ? Alors peut-être une chose, en effet, pour nous, ça a été de se dire, donc j'ai parlé du conservatoire ici Limoux-Innovantes qui avait développé déjà depuis quelques années cette réflexion, qu'ils l'ont partagée au sein de l'intercommunalité. Donc il y a plusieurs conservatoires qui du coup ont bénéficié finalement de cette réflexion. Et finalement chez nous, on a aussi eu les écoles associatives qui parfois ont du mal aussi à trouver leur place parmi tous les conservatoires territoriaux, puisqu'on est quand même un département où quasi toutes les communes ont un conservatoire territorial. Et finalement les plus innovantes ont peut-être été ces écoles associatives. Je citerai 2 projets qui ont été mis en place au CEMC à Clamart et puis aussi dans l'école de musique associative Musique et Compagnie à Nanterre, qui ont en fait chacun développé une plateforme ou des réflexions pédagogiques
qui ont nourri ensuite les collègues dans l'ensemble des établissements. Donc finalement, je pense qu'en effet, ça a permis de faire émerger des réflexions communes. Et je pense qu'elles se sont faites pas uniquement... elles se sont faites beaucoup par les professeurs et un petit peu au niveau des directeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, l'échelon à passer, c'est celui de la prise en compte au niveau des directions de tout ce qui a pu être justement expérimenté au niveau des professeurs avec les élèves. Et justement, pour aujourd'hui se dire comment est-ce qu'on inscrit ça dans les projets d'établissement et nous, au niveau du département, dans un schéma départemental. Alors en effet, on va en arriver au cœur du sujet qui est le projet d'établissement. Parce qu'en fait, là on a fait vraiment le tour de toutes ces pratiques qu'on a pu consulter. Et alors peut-être Mathieu Gaufre, une question là-dessus, sur le projet d'établissement et sur l'expérimentation. C'est-à-dire, est-ce que l'expérimentation, ça peut faire partie du projet d'établissement? Est-ce que l'expérimentation, c'est fait pour toute l'équipe pédagogique? Et ensuite, comment est-ce que vous avez travaillé au CRD de Vannes le projet d'établissement à l'aune de cette réalité numérique? On est en plein dedans, puisqu'on est en train de valider notre projet d'établissement. Donc effectivement, la dimension d'expérimentation, aujourd'hui, c'est pas inhérent qu'au numérique. Avoir des groupes projets, on tente quelque chose, on se trompe. On a le droit de se tromper, on a le droit de se réajuster, de constater que ça ne fonctionne pas et de tester. Ça aujourd'hui, à l'échelle d'établissements assez conséquents, c'est même une nécessité, puisque demain, mener une réforme en disant bah voilà, demain ça va se passer comme ça et on impose ça à tout le monde, vous êtes sûr que ça ne va pas fonctionner. Voilà, ça c'est l'expérience qui parle. Donc ça c'est un élément déjà qui est inhérent au fonctionnement des établissements, qui change culturellement petit à petit, parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de travailler sur ces modes petite équipe, projet, et on expérimente, voilà. Par exemple, j'ai des collègues, nous c'est sur une pédagogie qui n'est pas liée au numérique, par exemple la pédagogie au passo, voilà, j'ai des collègues qui se forment et autres, et on transmet aux autres, on parlait du co-développement, mais surtout l'échange entre pairs, tiens ça m'intéresse, et puis petit à petit, ça devient une pédagogie transversale, parce que toujours on parle de projet collectif. Donc à quel moment on va permettre aux élèves, hein, tout ça derrière, c'est comment on va permettre aux élèves d'avoir des points de repère communs dans différents espaces pédagogiques, qui va faciliter la reconstitution de ces temps différenciés dans leur apprentissage et qui va leur permettre à un moment de s'approprier les choses et d'avancer. Enfin, c'est toujours ça l'objectif derrière. Donc nous, collectivement, on expérimente un petit endroit, on le généralise, on fait des échanges, on a un regard critique sur ce qu'on fait, et on avance, et les outils numériques servent à ça. Et du coup, dans le projet d'établissement, c'est la première phase un peu là dans laquelle on est tous, sur des domaines. Donc nous, on a choisi nos domaines, on a avancé sur l'environnement numérique professionnel, donc là maintenant on va être sur l'environnement numérique pédagogique, donc c'est le prochain chantier de ces 5 prochaines années. Quel est le panel d'outils qui se sont développés de façon empirique par rapport à chaque enseignant? Tu vois, moi j'utilise ça, moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça. Donc maintenant, non, on se dit, on professionnalise cette approche-là. Du coup, on fait des choix. Donc si on fait un choix, c'est qu'on se forme tous là-dessus, c'est qu'on y a tous accès, c'est que la collectivité, elle investit sur ces éléments-là. Donc moi, j'y ai accès, tout le monde y a accès de la même façon. Et du coup, on l'inscrit aujourd'hui dans un projet qui va structurer cette approche de ce panel d'outils, mais aussi de ces pédagogies qu'on va derrière mettre en œuvre, en fait, collectivement. Donc ça, c'est là qu'il y a un endroit de révolution un peu sur comment, à un moment, on se détermine collectivement à utiliser des pédagogies communes. Et l'outil numérique, il amène ça aussi un petit peu, donc ça c'est intéressant. Et il me semble que derrière la question des projets d'établissement, on parle beaucoup du côté pédagogique. Il faudrait aussi qu'on regarde ce qui se passe du côté des élèves et des logiques d'apprentissage. Et il me semble qu'on a aussi à prendre en compte les compétences du musicien amateur d'aujourd'hui. Et j'ai même pas envie de dire des demain, déjà d'aujourd'hui. Et parce qu'on va réfléchir aux compétences des musiciens d'aujourd'hui, on sera obligé, parce qu'il y a ces compétences à acquérir dans un parcours en école de musique et en conservatoire, ben ça veut dire que l'équipe qui encadre ces élèves, elle est formée pour accompagner. Alors c'était des trucs, j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais effectivement aujourd'hui un musicien amateur, il sait s'enregistrer et il sait traiter du son, quelle que soit sa pratique musicale. Un musicien amateur d'aujourd'hui, il sait éventuellement chercher sur internet et trouver des ressources qui parlent à la musique qu'il a envie de faire, à la musique qu'il a envie d'écouter. Il a développé un esprit critique. Tout ça, ce sont effectivement les compétences des musiciens amateurs. Il faut qu'elles rentrent dans nos curriculums, il faut qu'elles rentrent du coup dans les schémas de nos établissements, me semble-t-il.
Alors tout à fait, et ça fait écho à une notion qui est importante aussi dans le sujet qui nous occupe, et je pense qu'on pourra y revenir, c'est la notion des droits culturels, parce qu'en effet, nos structures ne sont pas que des structures de profs, que des structures d'enseignement, c'est bien, et on l'a vu, là on reparle du lien social, ce sont des structures qui sont au cœur de nos villes, de nos cités, et donc effectivement les droits culturels, on pourra y revenir. Juste pour continuer sur le projet d'établissement, quels conseils du coup est-ce que vous pourriez tous les deux donner à vos collègues aussi pour inclure cette question du numérique dans le projet d'établissement, et à quel point il est important et structurant, parce que je pense qu'il y a aussi des directeurs, des directrices qui ont un projet d'établissement mais qui est peut-être pas vraiment au cœur de la manière dont l'établissement fonctionne. Comment est-ce que vous feriez un peu un plaidoyer de ce projet d'établissement aujourd'hui, surtout à l'heure du numérique? C'est peut-être l'outil qu'il faut justement pour repenser le numérique dans une structure. Marielle. Pour revenir sur ce que disait effectivement Mathieu par rapport au projet d'établissement, à la notion d'expérimentation, moi je dirais que l'expérimentation, elle doit faire partie de la méthodologie du projet d'établissement. C'est-à-dire que le projet d'établissement, c'est la représentation de l'établissement tel qu'on voudrait le voir à échéance. Alors une représentation normalement partagée, et par l'équipe, et par les élus, et normalement aussi par les usagers qu'on a souvent plus de peine à inclure effectivement, comme disait Sandrine. Moi, ce que je pourrais donner comme conseil, déjà, c'est, Mathieu en parlait aussi, c'est de définir ce qu'on entend par numérique. C'est-à-dire que le numérique, ça peut être énormément de choses. Ça peut être le numérique pour la pédagogie, ça peut être le numérique pour la communication, ça peut être le numérique pour l'administration. Enfin, déjà, avoir une première étape de définition. Qu'est-ce qu'on entend par numérique? Quels peuvent être les enjeux en lien avec peut-être un projet de territoire plus large? Qu'est-ce qu'on pourrait aussi développer avec des partenaires qui ont aussi peut-être déjà des connaissances, des compétences dans l'aire de rayonnement pour mutualiser et faciliter peut-être l'appropriation de ces outils. Et puis après, le numérique, c'est aussi ce qu'on a envie que ce soit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des outils, c'est effectivement qu'est-ce qu'on veut en faire et comment ça peut peut-être répondre à d'autres problématiques, ou en tout cas comment ça soulève d'autres problématiques qui ne sont pas numériques au sein de la vie d'un établissement. Donc ça peut être à la fois peut-être une solution à certaines problématiques et peut-être une problématique en soi à traiter. Maintenant, il y a beaucoup d'établissements qui inscrivent dans leur projet d'établissement effectivement d'avoir un axe dans lequel on va se laisser le temps, sur 5-6 ans, pour réfléchir ensemble, lancer des chantiers. Un chantier numérique sur la pédagogie à tel niveau du conservatoire, le numérique à tel autre niveau, et de se laisser le temps effectivement d'avoir au bout du projet d'établissement une vision plus claire des pratiques qui ont été expérimentées, qui peuvent être analysées, et de se dire sur un schéma, un prochain projet d'établissement, on aura une vision, une ligne de conduite un petit peu plus claire, et on pourra effectivement développer des choses de façon plus pérenne. Mais je pense que effectivement le mot expérimentation, c'est quelque chose d'important. On est encore un peu culturellement dans l'idée qu'il faut être tout de suite capable, il faut être tout de suite opérationnel quand on est enseignant, il faut pouvoir faire des choses avec ces outils numériques. Or, l'injonction, ça marche pas forcément, et puis c'est pas compatible avec un temps de crise. Il faut du temps pour se former, il faut du temps pour s'approprier les éléments. Donc il faut aussi laisser le temps d'expérimenter. C'est pas un gros mot. Je pense qu'un enseignant aujourd'hui, tout enseignant apprend toujours tout au long de sa vie. Je pense qu'on est dans une société, dans un monde qui est très en mouvement, et on peut pas se dire que dans 2 ans, dans 10 ans, le métier il sera tel qu'il est aujourd'hui. Et cette notion d'expérimentation, elle me semble indispensable pour justement être toujours en mouvement et pas en déconnexion avec la réalité du terrain dans lequel on vit. Alors Mathieu, un outil clé, le projet d'établissement. Oui, alors juste un petit élément, c'est qu'il y a, par rapport à ça, c'est se donner les moyens toujours de répondre à un objectif qu'on se fixe. Et juste un élément clé, qui est un nouveau métier finalement qui apparaît dans nos établissements aujourd'hui, qui est un peu le référent numérique, le chargé de la transition numérique, en fait une sorte de nouveau, c'est un nouveau métier, comme il existe par exemple chez nos collègues des médiathèques. Pour eux, c'est inscrit que dans leurs équipes, il y a quelqu'un qui va être référent du portail, du site. Il y a un médiathécaire spécialisé de la question du numérique, le lien avec le service informatique. Et nous, dans nos établissements, ça n'existe pas vraiment encore ces métiers-là. Donc ça, c'est un peu des pierres angulaires d'enseignants qui vont avoir cette appétence, parce qu'on part de là, de gens qui ont plus de compétences ou d'envie, et puis qui à un moment, sur une partie de leur temps, vont avoir cette mission de faire le lien entre les usages, les services informatiques, la technique, les moyens,
le suivi, tout ça, enfin voilà, c'est des nouveaux métiers. Et ça, c'est un peu se donner les moyens aujourd'hui, donc c'est faire des choix, hein, c'est se donner les moyens de pouvoir au moins aborder cette question-là dans le temps, dans la durée et avec suivi. Donc voilà, ça c'est un petit conseil en tout cas que si on veut le mettre en œuvre, il faut accompagner des moyens. Et les moyens ne sont pas que financiers d'investissement, ils sont aussi sur l'accompagnement au quotidien de chacun, de nos élèves, des équipes, l'administration et de la DSI. Alors, les moyens humains, mais quand même aussi les moyens financiers. Donc aujourd'hui, c'est quand même un sujet, s'il faut réfléchir à souscrire, parce que ces applications, ces outils, ces équipements sont loin d'être donnés. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant que responsable d'établissement? Marie-Aline Bayon, vous l'avez dit, c'est la DRAC qui vous accompagne sur ce déploiement-là depuis le départ. Louise Courant, est-ce qu'il y a une volonté du fait que l'innovation est peut-être au cœur du projet du département, d'avoir des enveloppes aussi dédiées depuis finalement cette crise sanitaire qu'on a vécue? Est-ce qu'il y a eu éventuellement cette prise de conscience d'un besoin de moyens supplémentaires? Oui, alors comme le disait Mathieu, en fait, l'accompagnement n'est pas que financier, il peut être aussi en ingénierie. Et c'est vrai que nous, dans la phase d'évaluation et de réécriture de schéma, on a quand même des choses qui sont remontées. Alors c'est vrai que là, on est en phase de réécriture, donc c'est toujours des questions d'arbitrage. Mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite soutenir, c'est avant tout cette démarche. Et cette démarche, elle passe par des moyens financiers aussi au projet, des moyens financiers, évidemment, qui peut passer par la question de la formation. Et puis aussi, on a parlé de la question des équipements, mais qui relève aussi et surtout en fait des collectivités qui veulent bien mettre à disposition des établissements quand ils sont territoriaux ou associatifs, quand ils sont fortement aussi aidés par les collectivités, les moyens de travailler. Et en fait, c'est finalement tout cet environnement-là qui permettra aux enseignants, aux établissements de pouvoir se lancer là-dessus. Et pour nous, la question aussi de l'accompagnement, on a parlé des outils, il est aussi sur la question de la création numérique. Et là aussi, du coup, il y a un autre accompagnement qui doit pouvoir être fait. Et on parlait de l'enregistrement, c'est aussi la question des locaux qui doivent pouvoir permettre de développer ces nouvelles pratiques. Et finalement, comme le disait Sandrine, c'est aussi qu'est-ce qu'on attend de ces élèves, ce dont ils ont besoin, et aussi se mettre finalement à la disposition de ces nouvelles pratiques. Alors Sandrine, vous l'avez dit à demi-mot, mais on va plonger un petit peu plus là-dedans. Là, vous venez d'évoquer cette notion de création. Parce que là, effectivement, on parle beaucoup d'outils, de pédagogie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'appréhender cette notion du numérique dans la création? C'est la MAO, qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça et comment vous le comprenez? Je pense qu'il y a plein de façons de développer cette question du numérique créatif. Mathieu peut-être encore plus à même de nous en parler. Pour nous, au département, c'est par exemple avoir pu financer des résidences d'artistes. Et là, en ce moment, c'est ce qui se passe au Conservatoire de Clamart. Il y a le compositeur Aurelio Elder Copes qui fait une résidence de création MAO. Mais on n'est pas uniquement sur le côté des musiques actuelles, comme souvent on a pu classer la MAO, mais beaucoup plus sur théâtre musical, improvisation, création, musique contemporaine. Et finalement, la résidence, elle s'adresse à tous les élèves, c'est un atelier, et qui permet ensuite de penser des restitutions et de se dire que chacun va s'approprier ces questions-là, et même au-delà des seules questions musicales. Et on a la chance au département de Hauts-de-Seine d'avoir intégré la question des arts visuels, des arts plastiques dans le schéma, et ça nous ouvre des portes. Enfin, c'est immense aussi le chantier qu'on peut se dire, la création numérique aujourd'hui dans la création et la diffusion professionnelle. Aujourd'hui, les champs sont vraiment mêlés, et comment le conservatoire peut répondre aussi finalement à ces besoins des futurs professionnels, mais aussi des futurs amateurs qui ont une soif en fait aujourd'hui de pouvoir créer et de ne pas se mettre des barrières. Et justement, comment est-ce qu'on permet aussi de s'approprier ces outils, mais ces outils dans la création numérique. Mathieu, une réaction alors sur cet aspect plus artistique, parce qu'effectivement l'outil numérique n'est pas juste un moyen, un biais, un outil. Pour moi, l'approche, elle est juste d'analyser ce qu'est le spectacle vivant d'aujourd'hui. En fait, c'est comme pour tout, en fait. Et de se dire que finalement, la place de l'outil, c'est comme tout, comment elle vient nourrir un propos, et pour moi, qui est plutôt un endroit transversal.
qui est pas forcément liée à une pratique sectorisée, musicale, chorégraphique ou théâtrale. Elle est pour moi plutôt à comment justement cet espace augmenté qu'est une scène, l'outil numérique, il va venir augmenter cette capacité à créer, à inventer, à créer de l'imaginaire, à créer cette nouvel espace-là. Et nous, notre rôle, se cantonner à se dire on va utiliser l'outil uniquement pour faire de la MAO ou substituer à cet endroit-là, il faut toujours le mettre en écho avec une démarche artistique. Enfin, de toute façon, c'est dans tout ce qu'on fait, hein, c'est quand même l'essentiel. Donc moi, pour l'instant, j'ai pas creusé encore dans les établissements cette question-là. Par contre, j'ai juste un point de vue sur quelle est la réalité du spectacle vivant aujourd'hui, hybride, transversal, et pas que autour des pratiques numériques, donc sur les pratiques artistiques de façon générale, et quels sont en gros dans quel univers évoluent les artistes de demain, d'aujourd'hui et de demain. Et donc cette démarche créative, elle va passer par là. Elle va passer aussi par des nouvelles lutheries aujourd'hui, alors qu'ils sont encore c'est très expérimental, mais il y a quand même certains niches, et puis il y a des institutions en France qui travaillent sur ces lutheries-là. Enfin voilà, on a quand même une histoire depuis une cinquantaine d'années, enfin même plus maintenant, 70 ans, avec le Gramme, avec du coup tout ce qui peut se passer à côté du centre Pompidou. Voilà, tous ces éléments-là, l'IRCAV, c'est quand même en France culturellement des espaces d'expérimentation sur la dimension créative. Et ça, c'est pour moi encore très peu présent dans la vie de nos établissements. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'était important de l'évoquer, je pense, cette partie création sur notre table ronde. Pour en revenir peut-être juste sur la question des financements, parce que c'est un sujet, et je pense qu'en tant que CRD, alors j'ai eu le plaisir de rencontrer l'élu à Vannes qui avait l'air particulièrement engagé pour le conservatoire. On aimerait que ce soit le cas dans un maximum de villes en France. Est-ce que cet aspect-là, numérique, est vraiment basique du financement, mais très important, notamment des équipements et même des moyens humains peut-être supplémentaires qui sont nécessaires, et de la montée en compétences? Est-ce que ça, aujourd'hui on trouve des solutions au CRD? On ne trouve pas des solutions, on fait des choix. Et ça, c'est comme toujours, c'est-à-dire qu'on fait des choix sur des budgets d'investissement très simplement, de se dire, bah voilà, là on consacrait 100% d'un budget d'investissement à acheter des instruments. Bah aujourd'hui, on va consacrer 80% de notre budget d'investissement à acheter des instruments, et 20% qui va contribuer petit à petit à construire notre panel d'outils numériques. Ça, c'est un premier axe. Donc ça, parce que les budgets ne sont pas extensibles dans aucune collectivité en tout cas. Il y a un deuxième axe qui est important, qui est intéressant, c'est que finalement on bénéficie aujourd'hui de tout le mouvement qu'il y a eu dans l'éducation nationale, et que dans nos collectivités, en fait, le plan numérique d'équipement des classes et autres, aujourd'hui, quand j'en parle moi, avec mes collègues de la DSI, ils disent « Ah ben en fait, vous voulez qu'on fasse comme on fait dans le milieu scolaire en fait ». Et là, pour eux, ça résonne avec des types d'investissements, et là, on va chercher des crédits qui nous étaient pas du tout destinés jusqu'à présent, mais pour eux, ça rentre dans une case, en tout cas, un peu plus facilement, de se dire, bon, bah, en fait, c'est comme dans le milieu scolaire, et grâce à ce qui a été mis en œuvre depuis des années, finalement, ça peut être notre tour, et ça peut être légitime à cet endroit-là. Bon, voilà, ça, c'est dans certains types de collectivités. Et puis après, les soutiens institutionnels, les DRAC, aujourd'hui, ils ne vont pas sur cette démarche d'investissement, mais en tout cas, les schémas départementaux, aujourd'hui, reconnaissent l'outil numérique au service de la pédagogie, comme aujourd'hui, des instruments qui peuvent être subventionnés. En tout cas, nous, dans le Morbihan, on a réussi à faire reconnaître que quand on achète un ordinateur, et pas l'ordinateur qui va gérer le secrétariat, mais l'ordinateur comme un outil pédagogique, du coup, on pourra bénéficier d'une partie d'aide à ces investissements-là. Donc, c'est activer en fait tous ces leviers-là, pour qu'à un moment, puis c'est des choix d'équipe de direction, de se dire, bon oui, c'est un choix, et maintenant, dans les 5 ans qui viennent, on va consacrer X milliers d'euros à créer notre panel, et puis surtout le renouveler, puisque c'est ça aussi la difficulté, c'est l'obsolescence très rapide de ces outils, et de la façon de le gérer. Alors peut-être le regard du professeur sur ces sujets. Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Mathieu, qui me paraît très pertinent, ça représente un budget. C'est-à-dire que souvent, on va aller à l'économie, le numérique n'est pas forcément pris très au sérieux. On a la chance dans le numérique d'avoir beaucoup de logiciels libres, donc certains sont très bons, notamment on citait MuseScore tout à l'heure, voilà, on peut partager un logiciel, un éditeur de partition avec les élèves, c'est accessible, c'est gratuit, ça fonctionne très bien. D'autres sont moins bons, et
pour certains projets, on a besoin de mettre de l'argent. Et on ne peut pas tout le temps faire à l'économie. Et je trouve que c'est dommage en fait de ne pas prendre plus au sérieux l'investissement dans le numérique. C'est-à-dire que on le voit même, moi je l'ai vu sur la modération du groupe sur Facebook, avec beaucoup de gens qui pensaient que dès lors que c'était numérique, tout devait être gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de monétiser un travail dès lors qu'il était numérique. Et je trouve que là, c'est assez compliqué aussi de faire rentrer ça en fait, dans la tête des gens, que c'est aussi un travail en amont, et que des logiciels, ça coûte cher à développer, qu'il y a un suivi justement, qu'il y a tout ce travail-là en amont. Voilà. Je me permets juste une parenthèse très intéressée. À la lettre du musicien, c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que sous prétexte que c'est numérique, on peut partager les articles, il n'y a pas les mêmes coûts derrière. En fait, une maquette d'un magazine physique, ça a un coût. Une infrastructure d'un site internet avec un système de connexion, une protection des données aussi. Donc c'est la petite parenthèse très intéressée, mais ça fait écho à une vraie réalité aussi chez nous. Sandrine. Mais juste compléter que sur la question des arbitrages, demain, il va falloir qu'on considère aussi que l'ordinateur est un instrument de musique. Et à partir du moment où on va commencer à dire ça, oui, si les budgets n'augmentent pas, il faudra choisir les investissements à faire, mais depuis les années 80, je vais être sympa, je ne vais pas descendre un peu avant, mais depuis les années 80, et donc le micro-ordinateur personnel, c'est un instrument de musique à part entière, définitivement. Et ça, il faut que nos institutions en aient aussi conscience. Les studios d'enregistrement et les classes équipées, il y en a quand même assez peu aujourd'hui sur le territoire français. Un instrument de musique, un instrument pour écrire des partitions, effectivement un instrument vraiment polyvalent. Alors il nous reste quelques minutes pour cette table ronde et je pense que le sujet qui doit absolument nous rassembler et qui était évoqué tout à l'heure, c'était vraiment celui de l'aspect citoyen de nos pratiques et de l'inclusion et notre rôle social et sociétal. Donc je pense qu'on peut conclure avec cette notion de droit culturel. J'imagine, Louise, que cette notion de droit culturel, elle est sûrement au cœur de la politique publique du département. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on est accessible, comment on accueille tous les publics, et ça passe la question du numérique, mais le département est aussi sur la question du handicap, sur la question de l'éducation artistique et culturelle. Là, je brasse énormément de sujets, mais c'est de se dire, au fond, ce sont des établissements installés sur un territoire, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient territoriaux, et comment, en fait, on va aussi à la rencontre de tous ces publics, ceux qui viennent, ceux qui n'y viennent pas. Et la question numérique peut aussi permettre d'y répondre, justement parce qu'on va aller chercher d'autres types de publics. On ne va pas forcément parler de cibles, mais finalement des personnes. C'est vraiment la notion qui est au cœur des droits culturels. Et puis comment on leur permet aussi de s'épanouir dans leur pratique et justement de répondre à des besoins et à des choses qui existent. Alors en effet, la notion de droit culturel est aussi tout à fait liée à la notion de territoire, on l'a vu, et je pense que peut-être à Saint-Étienne et à Vannes, il y a cet écho à faire à la place des usagers, et ce que je trouvais aussi particulièrement intéressant, c'était de penser aux personnes qui sont au conservatoire ou à l'école de musique et aux personnes qui n'y sont pas. Et ça peut être parfois un impensé de nos structures. Donc du coup, comment est-ce que ça se traduit concrètement au sein du projet d'établissement dans vos deux structures, et comment peut-être le numérique joue un rôle aussi auprès de cette notion des droits culturels? Effectivement, on sait que statistiquement, on attire toujours un petit peu les mêmes publics au sein de nos structures, et c'est un enjeu, je pense, partagé par la plupart des établissements, que d'arriver à élargir la cible en fait des élèves qui vont venir pratiquer la musique d'une manière ou d'une autre. Alors nous, sur le plan de notre projet d'école connectée, c'est de se dire que ce numérique, il peut être une porte d'entrée dans la pratique musicale, dans la pratique artistique au sens large du terme, du coup différente des pratiques traditionnelles qu'on a pu proposer jusque-là, et qui peut potentiellement faire écho justement à des publics qui ne trouvent pas leur place au sein d'une école où on vient faire un cursus très classique avec l'apprentissage d'un instrument, l'apprentissage de la formation musicale, etc. Et de se donner la liberté d'expérimenter dans une logique plutôt de médiation en fin de compte auprès des publics. Donc pas forcément à ce jour des cursus ou des pratiques véritablement établies, mais plus des démarches vers l'extérieur, de médiation, de propositions d'ateliers pour aller à la rencontre d'autres publics, par le biais effectivement d'outils comme des tablettes ou des objets connectés qui peuvent permettre d'avoir une appréhension
on va dire la production sonore au sens large du terme, la manipulation de sons, d'objets sonores, sans avoir de prime abord pour rentrer dedans une connaissance technique de l'instrument ou une connaissance théorique de la musique, et d'être peut-être plus dans l'intuitif, la recherche, l'aspect création d'entrée. Donc nous on l'envisage plutôt comme ça, et on espère que le contexte sanitaire va effectivement se calmer pour pouvoir re-rentrer dans une démarche extérieure, puisque ça a été un peu mis à l'arrêt par cette situation. Alors peut-être juste Marie-Hélène Bayon, est-ce qu'on a, quand on est une école de musique connectée, justement des profils différents au niveau des usagers? C'est quelque chose qu'on constate, qu'on évalue, qu'on mesure, qu'on compare? Alors aujourd'hui, c'est difficile de le dire parce que ça fait seulement 4 ans qu'on est sur cette démarche, donc il faudrait à plus long terme arriver à se rendre compte effectivement statistiquement. Par contre, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est que nous, sur les usages numériques, c'est vraiment la tranche d'âge du public scolaire, en fait, primaire, qui accroche vraiment sur l'utilisation de ces outils, plus que les adolescents, collège, lycée, comme on l'aurait imaginé au départ, tout simplement parce qu'ils ont des pratiques numériques qui sont très différentes, et je pense que les enfants arrivent à la fois avec un environnement familial où il y a ces technologies, donc ça fait un peu partie de leur vie quotidienne, mais avec des pratiques qui ne sont pas encore justement inscrites, puisqu'ils sont obligés de passer par la famille pour avoir accès à ces outils. Et la rencontre des deux, le fait d'avoir ça dans un contexte de pratique musicale, eh bien ça suscite de l'intérêt pour eux. On avait notamment remarqué dans la phase d'expérimentation qu'ils étaient très sensibles à tout ce qui était paramètres sonores, le son, la nuance, la captation du son. Des choses qu'on n'aurait pas imaginées venant d'enfants qui ont 7, 8, 9 ans. Donc voilà, moi c'est ce que je peux en dire pour mon expérience. Après, il faudrait pouvoir conduire des statistiques à plus grande échelle que la mienne. Mathieu. Ouais, je voudrais rebondir ou donner un autre point de vue, en fait, un autre angle par rapport à ça. C'est que finalement, en 2017, il y avait une journée qui avait été organisée à Lyon, auquel j'avais assisté par CNFPT notamment, qui justement faisait part de nombreuses expériences, dont celle de Marie-Aline. Et quand j'étais rentré de cette journée, j'avais créé un article, parce que ça m'avait un peu choqué, c'est ce que j'avais intitulé « L'Uber conservatoire, c'est pour quand ?» En fait, je me suis dit, mais finalement... j'étais rentré en disant mais demain la technologie elle va nous permettre peut-être de substituer concrètement ce qu'on fait là aujourd'hui à distance, et finalement nos établissements, mais c'est quoi leur pérennité. Et puis au sortir de cette crise là, je me dis finalement, moi un des éléments que je retiens, c'est que ça n'a fait que renforcer le rôle que nous avons aujourd'hui sur les territoires, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas substituer un certain nombre de choses à travers le numérique. Donc du coup c'est un peu le contre-pied de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que finalement l'outil numérique il doit être positionné au bon endroit, mais que le rôle de nos établissements il est sur l'échange du sensible, sur la rencontre, sur le partage, sur la présence, aller chercher les gens, aller jouer avec eux, et la rencontre, enfin voilà, tous ces éléments là ne sont pas substituables de façon virtuelle, et que du coup le rôle de nos établissements il n'a été que renforcé. Il n'a été que renforcé si on se positionne et on s'empare de cette question là, plus que de le subir et de nous imposer des modèles qui, si aujourd'hui on ne les a pas conscientisés, on ne les a pas défendus, et on n'a pas expliqué l'intérêt de cet outil-là et la place que ça joue dans nos établissements, peut très facilement, dans certains territoires, dire mais finalement, on va vous mettre une plateforme en place, on va déléguer à une structure hybride, quelque part dans le monde, les cours sur notre territoire, et ça va nous coûter beaucoup moins cher. Donc ça, je tiens du coup une alerte là-dessus, sur le fait que renforcer notre rôle et positionner ces outils-là au bon endroit, ça nous permet aussi, pour moi ça renforce vraiment la place de nos structures sur nos territoires, et surtout ça nous permet de nous poser la question de qui on touche, qui vient vers nous, et comment on doit évoluer pour aussi avoir une universalité entre guillemets sur ce service public de l'enseignement artistique, et que ça touche clairement au droit culturel cet endroit-là. Voilà. Bruno Desvauchelles. Oui, je voudrais juste compléter, parce que vous parlez de droit culturel, mais je parlais de fracture. Parce qu'en réalité, on a beaucoup parlé récemment de la fracture numérique. Il y avait un rapport du Sénat qui montrait que 30% de la population est en difficulté. Et quand je vous entendais parler des non-utilisateurs, c'est un problème qu'on a aussi dans les bibliothèques, c'est un problème que l'on connaît bien. C'est-à-dire qu'il y a le public que l'on connaît, qui est toujours le même, et puis il y a les autres publics. Vous êtes dans une mission qui malheureusement n'est pas celle de l'éducation nationale, qui elle est obligatoire pour tous. Vous au contraire, c'est pas obligatoire pour tous. Mais
justement, moi je pense que vous pouvez être un laboratoire très intéressant, à condition de vous intéresser aussi à ceux qui ne viennent pas chez vous, ceux qui ne sont pas, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de pratique culturelle, de pratique de la musique dans la population. On parlait des petits, mais il faut aussi parler des grands, et on s'aperçoit que ça diminue avec le fil du temps. On l'évoquait avec Karl Plessy en préparant, en amont, en disant, mais finalement, est-ce que c'est pas le type de société dans laquelle on vit qui met la musique de côté, enfin les pratiques culturelles et artistiques de côté? Et donc, comment réinventer? Et à mon avis, il faut aussi réinventer les établissements. Moi je le dis déjà pour l'école depuis très longtemps, mais le problème c'est qu'on a une malchance, c'est que c'est obligatoire. Donc au moins on peut dire, l'affaire est réglée d'avance. Il y a les moyens, il y a tout, et on va nous dire ce qu'il faut faire. Vous, ce n'est pas obligatoire. Donc du coup, vous avez un potentiel d'inventivité beaucoup plus grand, justement peut-être pour imaginer d'autres formes de vos établissements, qui aillent, vous l'avez dit à l'instant, vers d'autres publics, d'autres manières. Alors la créativité en est un très bon. J'avais travaillé dans le passé avec la région, à l'époque c'était le Nord-Pas-de-Calais, où on travaillait sur la création de ce qu'on appelle de learning center. Ces lieux d'apprenance différents où tous les publics pouvaient se rencontrer. Et je pense que beaucoup de gens ne viennent pas parce qu'ils ont peur de venir, parce qu'ils trouvent que c'est une école, oui c'est le conservatoire, oh mais non, je ne peux pas y aller. Et donc c'est comment on peut ouvrir, et le numérique à mon avis est une bonne porte pour ouvrir vers d'autres publics, tout en confortant les publics déjà présents. Mais là c'est une vraie révolution culturelle, et là je pense que le moyen numérique, on a dit l'ordinateur est aussi un instrument, on a une continuité possible. C'est donc désacraliser le lieu. Peut-être là on va devoir malheureusement se quitter. Je voudrais vraiment tous vous remercier pour ces contributions et j'aimerais beaucoup qu'on se retrouve, parce que je pense que là ça fait partie, pour moi ça fait partie d'un cycle. Je me dis on pourrait se donner rendez-vous dans quelques temps pour réexplorer cette question, parce que je crois que à l'aune du contenu vidéo dont on va disposer, on pourra se dire dans quelques temps, mais ça c'est vraiment un témoignage aussi de sortie de crise, qu'est-ce qu'il en est par la suite. Et je vous remercie surtout tous pour votre inventivité et votre volonté de construire l'avenir, parce que je crois que c'est vraiment ce qui rassemble toutes les parties prenantes autour de la table. Et puis je fais une petite publicité, la lettre du musicien. Je vous propose de retrouver le guide numérique du musicien qu'on a fait paraître en novembre l'année dernière, qui était une humble manière d'essayer d'aider les enseignants et les directeurs et les directrices à faire un peu un tour de piste des outils existants. Alors il y a maintenant déjà 1 an, mais c'est une première base finalement aussi pour découvrir les choses et après se lancer dans des discussions communes. Je remercie à nouveau la CMF et Musicora. Merci à tous. Merci.